Chères auditrices et auditeurs, bonsoir, vous êtes à l'écoute de La Méridienne, donc l'émission du vendredi soir de Méridien Zéro, diffusée donc, par nos camarades de RBN lorsque ça marche et nos camarades de Québéca Liberata tout le temps, parce qu'au Québec, ça marche tout le temps. Et évidemment, vous le savez bien, vous retrouvez cette émission en podcast quand vous le souhaitez sur notre site. Avant de commencer l'émission de ce soir, une petite annonce qui ne sera pas passée inaperçue pour la plupart d'entre vous. C'est le colloque annuel de l'Iliade, donc cette association qu'on peut qualifier d'association sœur, dans le sens où nous avons quand même énormément d'affinités avec eux, à la fois par leurs projets de formation de la jeunesse, et puis évidemment sur l'environnement traditionnel européen qu'ils peuvent défendre et promouvoir. Et le colloque donc, du 18 mars à venir, donc non pas ce samedi, mais samedi prochain, et donc l'occasion de débattre, de réfléchir. Cette année, la thématique est sur la question de la transmission, avec un slogan qui est simple, avec en tout cas, non pas un slogan, mais en tout cas une annonce au niveau du colloque qui est simple, c'est transmettre ou disparaître, puisque en effet, nous le savons bien, face aux différentes agressions auxquelles nous faisons face, qui ne sont pas seulement les questions liées aux migrations et à la question migratoire. Le mal est bien plus profond. Les uns et les autres, en fonction des métiers que nous exerçons, nous nous en rendons compte. Bien sûr, la question migratoire est importante, mais la question de la disparition de notre héritage patrimonial, de nos valeurs, se fait de toute façon indépendamment de la question migratoire. Elle est liée à la mondialisation, elle est liée au système économique prédateur qui règne sur nos sociétés. Elle est liée également à l'américanisation, qui est une réalité, qui va avec la mondialisation. Et donc, si à un moment il n'y a pas en effet transmission de tout ce patrimoine, d'une façon ou d'une autre, nous disparaîtrons. Sinon physiquement, du moins en tant que réalité sensible, comme dirait Laurent Ozon. Et évidemment, c'est ce qui nous préoccupe. Donc, ce colloque, nous vous invitons à vous y rendre. Nous essaierons dans la semaine qui vient de faire peut-être une rencontre avec l'un des organisateurs. Il était difficile en fait pour ce soir de pouvoir en faire venir un. Mais nous essaierons quand même de réaliser cette petite entrevue ou ce petit entretien, à la fois pour vous inviter à venir, puis pour vous donner évidemment tous les renseignements nécessaires, même si, vous le savez bien, tout se trouve sur Internet. Voilà. Le colloque, si je ne m'abuse, a lieu à la Maison de la Chimie. Absolument. C'est donc dans le 7e arrondissement de Paris. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est en effet sur Paris, et nos camarades de province ont l'habitude que ce soit comme ça, parce que de toute façon, ça reste, par rapport à l'organisation de la France, finalement le lieu le plus central et le plus commode pour chacun d'entre vous. Si ce n'est déjà fait, réservez vos billets, venez nombreux. Les années précédentes ont à chaque fois été un succès, et il serait dommage qu'il n'en fût pas ainsi cette année. Voilà. Par ailleurs, donc l'émission de ce soir, alors nous avons l'honneur, l'avantage et le plaisir de recevoir à la fois des camarades et des personnes qui sont déjà venues sur cette émission, et avec profit pour nous, puisque cette émission sur Charles Péguy reste un des très bons moments de la radio, et en ce qui me concerne un très bon moment pour moi puisque j'étais présent. Donc, en l'occurrence, avec nous, Wilsdorf, qui peut présenter nos invités. Oui, bonsoir à tous. Nous avons la grande joie donc ce soir d'avoir avec nous Rémi Soulier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, Rémi Soulier, contributeur. Donc, préciser que le support de cette émission, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, consacré donc à Charles Maurras. Le dernier numéro de l'excellente revue Nouvelle École, que l'on ne présente plus, le numéro 66 de ce début d'année 2017, consacré donc à Charles Maurras. Rémi Soulier, qui en est un des contributeurs. Avec beaucoup d'autres, on détaillera un petit peu au fur et à mesure de l'émission. Et nous avons également avec nous ce soir Olivier François, bien connu aussi de nos auditeurs. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Qui, au travers de ses activités, que ce soit Éléments et dans toutes les revues périphériques, avait toute sa place ce soir pour partager et parler de Charles Maurras. Et pour tout vous avouer, par un passé aussi un peu maurassien, puisque j'ai été à l'Action française il y a quelques années. Et nous partageons donc ce privilège, mon cher Olivier. Voilà, Jean-Louis. Tout à fait. Alors, l'émission de la revue Nouvelle École, si, on aurait dû la présenter, en effet, puisque ce soir, il devait également y avoir avec nous Michel Thibault, qui hélas a eu un empêchement personnel. On peut quand même en dire quelques mots.
C'est une revue qui, même au creux du Grèce, même au moment où le Grèce et en fait cette mouvance-là était quand même en difficulté, il y a une dizaine d'années, on peut dire, la revue a réussi à maintenir sa parution au rythme d'un numéro par an, sans que la qualité d'ailleurs ne faiblisse. C'est vrai que il y a eu un moment, ceux qui suivent par exemple la revue Éléments le savent bien, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu creux, des moments de transmission justement qui étaient difficiles. Ça n'a pas du tout été le cas de Nouvelle École. On peut quand même revenir très rapidement sur l'objectif de la revue. Olivier ? Oui, alors en quelque sorte, d'abord rappelons que c'est une des plus anciennes revues d'idées et de réflexion politique, métapolitique et philosophique de la scène intellectuelle française, puisque Nouvelle École, il faut quand même louer cette longévité, à plus de 40 ans. Hein. Nouvelle École est née, je crois, après les événements de 1968. D'abord, c'était une petite revue renéotypée qui, au cours des ans, a pris de l'ampleur et, me semble-t-il, aussi à explorer des champs intellectuels qui avaient été abandonnés et par la gauche et par la droite. C'est-à-dire qu'on avait une gauche très marxiste qui ne s'occupait que d'économie ou de sociologie, et Nouvelle École évoquait et la littérature et l'ethnologie, avec on va rappeler les dossiers, mais des dossiers, je pense, dans les années 70 sur les Celtes, par exemple, ou sur la sociobiologie. Alors ça, c'est une chose qu'on a un peu abandonnée à la nouvelle droite aujourd'hui, mais qui peut intéresser encore certains de nos lecteurs, même si nous sommes critiques, et qui a eu aussi des évolutions, puisque je pense que dans les années 70, les fondateurs de la revue Nouvelle École n'auraient sans doute peut-être pas consacré un dossier sur Charles Maurras. Alors je regrette que Michel Thibault, qui est beaucoup plus légitime que moi pour parler de Nouvelle École, ne soit pas là. Mais ce que je pourrais dire aussi sur Nouvelle École, c'est que c'est aussi une revue née et créée au début par des gens qui sortaient d'une période militante et qui a atteint aujourd'hui un degré de qualité quasiment universitaire qu'il faut encore une fois louer. Et le terme universitaire dans le cas de Nouvelle École n'est pas péjoratif. C'est que les articles sont toujours remarquables aussi par leur grande pédagogie et la manière qu'ont les contributeurs, que ce soit évidemment le premier d'entre eux, Alain de Benoît, de rendre clair des choses compliquées, en quelque sorte. Oui, puis il faut ajouter aussi peut-être que le comité scientifique de Nouvelle École a toujours été extrêmement prestigieux, de Conrad Lorenz à Thierry Molnier, à Molnier, Georges Dumézil, Raymond Abellio. Alain de Benoît a réuni de très grands esprits, et en effet, il a su maintenir cette revue à un très haut niveau, comme toutes les revues d'ailleurs dont il s'est occupé, dont il s'occupe. J'ajouterais aussi qu'elle a eu un rôle avant-gardiste, puisque à l'époque où on ne parlait pas encore de Christopher Lasch, maintenant, Christopher Lasch, notamment à Jean-Claude Michéa, est devenu un auteur à la mode, cité même par Natacha Polony. C'est dire. Christopher Lasch, l'un des premiers textes de Christopher Lasch publiés dans une revue française l'a été par Nouvelle École, à la fin en 79, dans le dossier, je crois, dirigé à l'époque par Guillaume Fay sur la société de masse. Voilà, donc c'est une chose à noter, car il y a cet aspect avant-gardiste, toujours explorateur de Nouvelle École. Rémi m'a ôté les mots de la bouche par rapport au comité scientifique, parce que c'est vrai que moi, la première fois que j'ai découvert la revue, je pense que c'est la première chose qui m'a impressionné à l'époque, me dire il y a tous ces gens-là. C'est vrai que ça servait de fait, c'était une belle vitrine. C'était une belle vitrine à un moment pour un milieu lorsqu'on ne le connaissait pas, qui était accusé d'être anti-intellectuel, etc. Et là, non, il y avait la preuve sur le papier qu'en effet, il y avait un certain nombre de personnes qui, de près ou de loin, ne partageaient pas forcément toutes les idées de ce courant, mais en tout cas étaient prêts à assumer une qualité et une réflexion intellectuelle digne de ce nom. Donc, je noterai aussi qu'il y a une continuité, car certains contributeurs de la revue Nouvelle École, je pense notamment à Jean Audry, se retrouvent aujourd'hui. À côté, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, à côté, et ça c'est un peu le scoop de ce numéro sur Maurras, à côté de Gérard Leclerc, qui a été quand même à la pointe du combat contre Nouvelle École dans les années 70. Donc les choses évoluent et en même temps sont dans la continuité. Mais oui, mais après tout, Charles Maurras a une jeunesse extrêmement grecque, oui, disons. Bien sûr. Et puis, en même temps, il a été un ardent défenseur de l'Église de l'ordre. Bien sûr. Donc, Jean Audry et que Leclerc se retrouvent dans ce numéro sur Maurras, c'est pas mal. Alors moi, quand j'ai vu Jean Audry à côté de Gérard Leclerc, c'est un petit événement quand même. À saluer d'ailleurs. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut signaler quand même que ce comité est un
démenti cinglant à toute cette presse et tous ces gens qui aujourd'hui essayent de discréditer ce courant de pensée et tentent, tant que faire se peut, notamment aujourd'hui avec le succès que peut rencontrer Élément, de discréditer tout ce qui tourne autour de toutes ces revues. Et je cite bien sûr Nouvelle École, Élément et notamment Crisis, bien évidemment. Donc je pense que là, c'est un démenti cinglant à cette volonté de démolition qui accourt autour de tous les gens qui peuvent de près ou de loin participer aux travaux autour de ces revues. Alors, moi j'aurais une question, c'est pourquoi Maurras ? Parce que lorsqu'on regarde les dernières revues, ils ont porté sur les Germains, sur, je crois qu'il y a eu les Romains. Le dernier... Il y a un numéro sur Spengler, voilà, les numéros récents. Tout à fait. La Révolution française aussi, il me semble. Non ? Oui, exact. Sur les Lumières. Plus exactement. Et c'est vrai que de fait, là, il y a un retour sur un personnage, en l'occurrence Maurras. Pourquoi maintenant et pourquoi Maurras ? Alors pour répondre, d'ailleurs, il y a une tradition, je suis en train de lire en ce moment les mémoires de Michel Marmin, qui vient d'être publié chez Pierre-Guillaume Deroux, et Michel Marmin note qu'au sein du Grèce, dans les années 70, il y avait une sensibilité un peu gallophobe, en quelque sorte. On était dans des logiques très régionalistes, très européistes, au sens le plus noble du terme, ce n'est pas l'Europe de Bruxelles, et qui avait tendance à rejeter cette tradition française, qui n'a d'ailleurs pas été le cas de Michel Marmin, au nom justement de cet européisme et d'une volonté de dépasser la question nationale, dans une vision impériale, disons, de la politique. Pourquoi Maurras ? D'abord, je rappellerai quand même qu'il y a eu beaucoup d'anciens maurassiens qui ont participé aux Grèce, et de manière très importante, notamment Patrice de Plunkett est le plus notable d'entre eux. Et pourquoi Maurras ? Tout simplement parce que depuis quelques années, on s'aperçoit que Maurras, à tort ou à raison, est utilisé comme une insulte. J'en avais parlé avec Wisdorf, où des gens se réclament de Maurras, sans forcément l'avoir lu d'ailleurs, ou s'intéressent à nouveau à Maurras. Qui aurait pensé qu'au début des années 2000, notre ami Axel Tisserand aurait pu éditer chez Garnier-Flammarion, dans une collection de poche, les Lettres aux Jeux Olympiques, qui était la matrice en fait du futur ouvrage Antinéa, donc le voyage en Grèce que Maurras a fait pour le compte de la Gazette de France, je crois, à la fin du 19e siècle. Qui aurait pensé qu'on publie Maurras en poche ou aux éditions de Lerne, notamment le conte de la Bonne Mort. Donc il y a un renouveau de l'intérêt pour Maurras qui se fait à la fois parce que pour des raisons polémiques, on accuse Patrick Buisson d'être maurassien, ce qu'il est d'ailleurs à mon avis, on accuse Zemmour d'être maurassien, certains même accusent Alain Finkielkraut d'être maurassien, ce qui est à mon avis une aberration. Alain Finkielkraut, puisque je le cite, a même consacré une de ses émissions répliques à Maurras, chose impossible et impensable il y a encore une dizaine d'années. Donc on s'est dit, je pense qu'Alain de Benoît s'est dit qu'il fallait parler de Maurras pour voir quel était cet auteur et pour essayer d'explorer les différents aspects de son œuvre. Nous le verrons dans la suite de l'émission, que l'œuvre de Maurras est complexe, que le personnage est complexe, qu'il y a une ligne en effet dans la pensée maurassienne, mais qu'il y a aussi des étapes de développement de sa pensée entre le jeune Maurras et le Maurras, par exemple, plus nationaliste, classique des années 30. Oui, puis il y a aussi la volonté, en effet, d'Alain de Benoît, qui a une des plus belles bibliothèques maurassiennes. Il est l'auteur aussi d'une belle bibliographie de Charles Maurras, et sans avoir été lui-même maurassien, comme il le dit dans son éditorial, a toujours eu beaucoup d'intérêt pour sa pensée. Bien sûr. Alors, puisque le numéro a été coordonné par Alain de Benoît, bien sûr, et Olivier Dard. Notons que d'ailleurs que le projet d'un nouvelle école sur Maurras, me semble-t-il, avait déjà été évoqué depuis plusieurs années, notamment dans les années 70. Et puis les intérêts du moment ont repoussé. Et puis là, enfin, il y a ce dossier sur Maurras qu'on va présenter avec vous. Je crois, Olivier, que tu as bien présenté les choses, parce qu'il y a toujours une actualité Maurras, en fait. C'est ça, véritablement. Alors, certains de nos contradicteurs, voire de nos ennemis, ont beau jeu systématiquement de crier au secours, Maurras est de retour. C'est devenu presque une insulte, comme on le disait tout à l'heure. On voit des gens comme Edoui Plenel, des gens comme ça, où on parlait de Finkielkraut qui parlait de Corcuf dans son émission, justement, systématiquement aujourd'hui d'accuser les gens d'être des maurassiens pour les comment dirais-je, les discréditer. Mais on a perdu cette idée aujourd'hui que de l'influence intellectuelle qu'a pu avoir Maurras dans les années 30, dans la première partie du XXe siècle, plus exactement. Et pour commencer cette présentation, peut-être
Maurras, le jeune garçon, et je crois que ça tombe bien parce que le premier article, c'est le vôtre, Rémi, dans ce dernier numéro de Nouvelle École. Et cette influence, ses origines, lorsqu'il aime à se définir comme un provençal, français, et un romain humain, et vous parlez de cette influence du fait libre, on peut peut-être déjà tracer les premiers traits de ce jeune Maurras et de ce qu'il va devenir ensuite et du personnage politique qu'il va devenir. Au départ, Maurras n'est pas forcément un individu politique, un penseur politique tel qu'on va le voir à partir de la création de l'Action française notamment. Oui, c'est-à-dire que Maurras, il ne faut jamais se lasser de le répéter, Maurras est d'abord un écrivain. Enfin, originellement, il veut être officier de marine, donc il a une vocation presque d'homme d'action, mais la surdité dont il est atteint très jeune, à l'âge de 14 ans, qui sera tragique pour lui, enfin qui est tragique en soi, mais qui le sera particulièrement pour un jeune garçon qui envisage une carrière militaire, d'emblée, lui a interdit d'emblée cette voie professionnelle, ou cette vocation plus exactement, et ça a entraîné chez lui une crise métaphysique considérable qui a été jusqu'à une tentative de suicide par pendaison, qui a bien entendu échoué. Donc Maurras, le point de départ de Maurras, c'est en effet la Provence. C'est-à-dire qu'il ne cessera de rappeler qu'il est un homme de Martigues, ou des Martigues, avec cette double orientation à la fois du côté de Marthe, et puis du côté donc des étangs, des marécages, et puis du côté de la clarté grecque déjà. Donc c'est un Provençal, et c'est un Provençal qui est familier du peuple de Provence, lui-même du petit peuple de Provence, lui-même est issu d'une famille, disons, de la petite bourgeoisie, qui n'a plus d'attache directement avec le milieu populaire, mais enfin indirectement, il y a des servantes, et puis il côtoie les pêcheurs du port de Martigues, enfin c'est quelqu'un qui est très proche des plus humbles, et il est au contact dès lors aussi de la langue provençale, qui sera très importante pour lui, qu'il apprendra d'ailleurs à Paris, sa mère et sa grand-mère le doberont en quelque sorte, en disant il a fallu que tu partes à Paris pour te mettre à apprendre la langue de tes ancêtres, enfin la langue d'oc, la langue provençale. Il écrira lui-même un recueil en occitan, un recueil de poèmes, Mar et Laune, Mer et Lune. Donc c'est un Provençal, et c'est à partir de cet enracinement provençal qu'il va élaborer d'abord, le jeune Maurras, qu'il va élaborer une pensée de type, disons, fédéraliste, et qui est liée toujours, comme toujours chez Maurras, qui est associée à la littérature, et en l'occurrence au grand poème de Mistral, Mireille, puisqu'il sera un grand admirateur de Mistral, un grand défenseur de Mistral, qui est le créateur donc de ce que l'on a appelé le Félibrige, qui existe toujours, qui est une société culturelle qui vise à défendre, à promouvoir les traditions, les cultures, la langue des pays de Languedoc et de Provence. C'est une société d'ailleurs assez hiérarchisée, avec une académie de majoraux, avec un capoulier, un chef de la moisson. Le capoulier, c'est le chef de la moisson en provençal. Et Maurras s'est émerveillé par Mireille et tous les autres poèmes de Mistral, qu'il connaîtra par cœur largement, qu'il connaîtra en tout cas un grand nombre de vers par cœur. Et c'est à partir de cet enracinement provençal qu'il envisage sa propre francité, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a un contact avec la France qui est immédiatement charnel, organique, et qui n'a rien à voir avec toutes les constructions, bien entendu, abstraites, républicaines et jacobines de la France. Même si le premier Maurras évolue ensuite vers la monarchie, ce n'est pas immédiat, mais en tout cas, l'enracinement provençal et occitan est fondateur. Et je dirais même l'enracinement communal. Maurras était très attaché aux libertés communales, et donc quand il parlait de la Provence, il parlait d'abord de Martigues. Il parlait certes du Rhône, de l'étang de Berre, bien sûr, mais c'est de la ville de Martigues et des libertés communales et des franchises communales de l'ancienne France dont vivait Martigues qu'il sera toujours nostalgique et qu'il voudra faire revivre. Donc cet enracinement... À ce propos de liberté communale, c'est très important à mon avis pour l'évolution politique de Maurras. Il y a un texte de Maurras, je crois, qui a été reproduit dans l'étang de Berre, qui est publié au début du XXe siècle, 1905 ou 1910, mais qui est un texte qu'il écrit vers 1896, donc c'est encore le jeune journaliste, et qui avoue que sa rupture avec la République, même s'il n'a jamais été vraiment républicain, il faudrait rappeler d'ailleurs que sa mère était une blanche du Midi, elle était royaliste, très légitimiste, c'était blanc du Midi. Il a écrit d'ailleurs une confession d'un blanc du Midi, et il explique que sa rupture avec la Révolution française, sa critique de la Révolution française n'est pas du tout ce qu'on présente Maurras comme un autoritaire. Alors à mon avis, on verra que c'est plus compliqué, mais qu'il y a chez Maurras un aspect libertaire. Et il explique que c'est en découvrant les privilèges, les libertés des pêcheurs de Martigues, détruites par la Révolution, qu'il est devenu royaliste. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'il est devenu royaliste,
et par la suite ensuite nationaliste, non pas par une volonté de défendre une sorte d'ordre mort, pour reprendre le terme de Péguy, étatique, mais justement pour essayer de faire revivre toutes ces libertés communales. Donc c'était important de le signaler. C'est ce qui fait de lui éminemment un personnage réactionnaire au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il va s'approprier des choses politiquement qu'il n'a pas connues, c'est-à-dire qu'il va revendiquer des choses qui sont anciennes et qu'il va mythifier, idéaliser aussi d'une certaine manière, mais au profit justement de cette vision idéale que lui-même n'a pas connue. Mais c'est ce qui en fait véritablement un réactionnaire, un personnage qui s'inscrit dans cette logique de réaction et qui veut se réapproprier des... On pourrait même dire que Maurras est un penseur de l'archéofuturisme, hein, pour reprendre le terme de Guillaume Fay, puisqu'il y a un texte de Maurras où il explique « Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé ». La phrase est d'abord très belle, parce que le style de Maurras, il faut rendre hommage quand même à cet immense écrivain de la littérature de langue française. Et il y a tout. Il n'y a point de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé. C'est qu'en effet, son projet politique, avant-gardiste à certains égards, on le verra par la suite, que Maurras est aussi en rupture avec une certaine tradition contre-révolutionnaire, romantique même, qui avait tendance à rêver sur les ruines. Lui, Maurras peut-être rêve sur les ruines, ou en tout cas se ressource dans le passé, mais pour avoir une politique, faire une politique, alors ça le ferait bondir, révolutionnaire, ou en tout cas offensive. En même temps, ce jeune Maurras, hein, il est dans l'époque, parce que c'est vrai que c'est cette période, cette deuxième moitié du XIXe siècle, là, lorsque justement on a une ouverture du pays avec le chemin de fer, avec l'unification du marché national, etc., qu'apparaissent finalement les vraies identités régionales. Ces identités qui nous semblent quand même généralement ancrées dans un passé très lointain, elles ont souvent une réalité qui quand même est relativement proche de nous. C'est la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est le moment où les plats régionaux, par exemple, deviennent attachés vraiment à un terroir, mais parce qu'en effet, c'est une réaction à ce marché, à cette unification nationale qui se fait. Et de ce point de vue, il est dans son temps. Par sa réaction, il est dans son temps. Oui, et puis la proximité de cette France-là est quand même, en particulier dans les milieux populaires, est quand même très forte. Moi, j'ai été émerveillé quand je me suis rendu compte sur le tard que la langue maternelle de mes 4 grands-parents, en Rouergue, donc dans vieille province qui correspond au département de l'Aveyron, la langue maternelle de mes 4 grands-parents, c'est le languedoc. Ils apprennent le français à l'âge de 6 ans. À 6 ans. Et je trouve que c'est remarquable. Enfin, ça en dit très long sur ce qu'est la France. Enfin, la France réelle, la France charnelle. Donc c'est une réalité on pourrait reprendre la fameuse phrase de Péguy disant « J'ai touché du doigt l'ancienne France » quand il pensait à sa grand-mère au faubourg d'Orléans. En un sens, oui, nous aussi, encore, en tout cas certains d'entre nous, ont touché du doigt cette ancienne France qui était très, très vivante, avec ses coutumes, ses traditions et sa langue. On voit que le socle, ce qui forme ce jeune Maurras, en fait, c'est cet amour de l'esthétique. Et en fait, toute sa vie peut se résumer un petit peu à ça. Je ne parle pas du politique, hein, mais je parle de l'homme, cet attachement à ce souci de l'esthétique, à ce sens du beau, qui va chercher ses racines, justement, et on peut en parler là. Tu as cité tout à l'heure, Olivier, ce voyage en Grèce qui va être déterminant. En tant que reporter notamment pour les Jeux Olympiques dont il parlera peu, mais c'était un merveillement pour cette culture grecque, la culture grecque et la culture romaine. Donc, est-ce qu'on peut rappeler peut-être à nos auditeurs en quoi, par rapport à ce qui se passait à cette époque-là, cet attachement et cette découverte vont porter ce jeune Maurras et déterminer en fait toute son action au travers de cette esthétique qui est essentielle pour lui. Ah oui, c'est fondamental. Le point de départ de la réflexion d'Action française, c'est même, alors certes, c'est évidemment Athènes et Rome, bien sûr, mais pour Maurras et pour le Maurras de la maturité, c'est l'idée française classique. C'est-à-dire qu'il va s'élever peu à peu, à partir de ses réalités provinciales, à une interrogation et à une définition de ce que l'on appellerait avec des guillemets, parce que le mot est un peu piégé et compliqué, mais ce qu'on pourrait appeler l'identité française, qui pour lui est associée d'abord au classicisme. Et la France du XVIIe siècle, qui est par excellence la France classique, la France royale et la France catholique, il n'y verra qu'une seule et même réalité. Donc ce Maurras écrivain par lequel on a commencé, c'est l'axe directeur de sa pensée, c'est-à-dire c'est une pensée qui sera orientée vers
une conception de la beauté et de l'esthétique qui sera éminemment classique, comme d'autres l'ont fait, mais sur le versant romantique. On a souvent évoqué Paul Ceran et le romantisme fasciste. Enfin bon, c'est aussi une des oppositions de fond qu'il y aura chez Maurras plus tard, pendant la guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale et à l'avant-guerre, bien sûr, avec un certain nombre de ses anciens disciples. Mais c'est moteur, en effet, pour lui. Et cet ordre classique est associé pour lui à la beauté. Enfin, la beauté suppose l'ordre, et l'ordre suppose la raison. C'est l'équation classique de Maurras. Hein. La raison, l'ordre et, si l'on veut, la volonté, en quelque sorte. Ce sont les trois piliers à la fois on pourrait dire politico-esthétiques de sa pensée. Et en retrouvant l'ordre, la raison et la volonté, on retrouve la francité. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, la quintessence du génie français, c'est le XVIIe siècle. Et d'ailleurs, à certains égards, même d'une façon parfois très étroite. Hein. Parfois, il y a une certaine étroitesse d'esprit de Maurras dans cette vision potentiellement très étroite du classicisme français, qu'un Léon Daudet va faire éclater, ou qu'un Boutan plus tard feront éclater. Enfin, en tout cas, lui permettront l'ouvriront à d'autres horizons, mais c'est en effet un point nodal. Il y a très vite, en fait, chez Maurras, même chez le jeune Maurras, une confusion, à mon avis, mais là je suis peut-être trop critique, entre l'idée française et l'idée latine, en quelque sorte. Ce qui le sépare, par exemple, de Barrès, qui assume beaucoup d'autres racines à la France. Chez Barrès, il y a les racines lorraines, les racines celtiques, les racines germaniques, évidemment. Alors que chez Maurras, c'est moins le cas d'ailleurs de Léon Daudet ou d'autres camarades de l'Action française, mais chez Maurras, il y a vraiment la France ne vaut que comme expression du génie latin et comme héritière de la romanité, de la latinité et de l'hellénisme aussi. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi une des manifestations d'une certaine étroitesse d'esprit de Maurras, à tel point d'ailleurs que sur cette question de la latinité ou de la romanité, il va très très loin. Il envisage par exemple une union latine qui irait jusqu'à l'Amérique latine. C'est-à-dire que pour lui, en effet, le génie latin, le génie romain et le génie catholique sont le point culminant de la civilisation, et il n'entend strictement rien à la France du Nord, et à tout ce qui peut être nordique, ou même simplement au-delà du nord de la Loire, à la limite, même si évidemment il a vécu à Paris, il a combattu à Paris. Mais ça, c'est typique du Félibri, justement, et de la pensée aussi. On retrouve aussi la pensée de Mistral au travers de ça, cette espèce d'union de cette latinité au grand large. C'est très mistralien, effectivement, oui, tout à fait. Et puis c'est une façon, alors il y a beaucoup de raisons à cette hostilité à l'endroit du Nord, mais pour cette tradition-là, le Nord, et en particulier l'Allemagne, c'est Luther. Donc c'est la grande fracture, c'est le grand rejet de Rome. Et Maurras s'arc-boute à Rome. S'arc-boutant à Rome, il s'arc-boute, considère-t-il, à la civilisation. C'est-à-dire que Luther, c'est déjà... c'est les brumes germaniques. Alors c'est les brumes du Nord, et puis c'est la rupture avec l'ordre latin, l'ordre classique, avec la raison. C'est le Luther des propos de table, c'est le Luther, c'est une définition fameuse définissant la raison comme la putain du diable. Pour Maurras, c'est absolument inintelligible. Pourtant, la raison, c'est une des grandes... On peut citer ça comme des grandes idées des Lumières. Comment est-ce que Maurras... Quel sens ? C'est pas du rationalisme, le fait de parler de raison. C'est-à-dire qu'il y a raison et raison, c'est ça le problème. C'est pas la raison des Lumières. Alors, c'est absolument pas la raison des Lumières. La raison des Lumières est une raison très étroite, elle aussi. C'est une raison très, très utilitariste. C'est la raison calculatrice. C'est la raison du commerce, au fond. On calcule, on fait des bilans, on fait colonne actif, passif. C'est la raison bourgeoise, au fond. Pour Maurras, c'est pas du tout ça. La raison, c'est la raison classique, c'est la raison thomiste, si l'on veut. C'est la raison aristotélicienne. C'est la même veine. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la raison qui calcule au sens commercial et utilitariste du terme, que la raison qui va aux causes finales et qui part de la cause originelle. Voilà. Elle aussi peut être une raison potentiellement assez étroite. C'est-à-dire que la scolastique a engagé la catholicité romaine et française vers parfois des impasses, c'est vrai, mais c'est une raison beaucoup plus profonde que la raison étroitement utilitariste des Lumières. Vous citiez, on parlait de Luther, et on reviendra justement sur ce que plus tard, Maurras parle des 4 États confédérés au sein de la nation française, et donc effectivement le protestantisme, mais alors Maurras faisait cette liaison entre cette Rome antique
Et on parlait de Luther, donc cette opposition à l'esprit protestant, donc cette liaison entre ce qu'était la Rome antique et l'esprit romain, la catholicité romaine et le Vatican en particulier. Il y avait une continuité pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe là aussi? Alors tout dépend comment on aborde la question, si vous voulez. Maurras n'insistait pas sur ce qui peut être de l'ordre de la rupture, mais insister au contraire sur ce qui est de l'ordre de la continuité. C'est-à-dire que pour Maurras, l'Église catholique romaine est l'héritière de la structure impériale de la Rome païenne, de la Rome des Césars. Il y a une forme de translation impériale qui s'opère, considère Maurras, à travers l'Église catholique romaine, qui est bien l'Église de l'ordre, il insistera là-dessus, voilà les textes sur la démocratie religieuse, etc. C'est-à-dire que c'est là, on peut même dire, enfin en étant un peu excessif, mais c'est l'Église qui va, en catholicisant l'Évangile, Maurras considère que l'Église le désémitise en quelque sorte, le désorientalise et l'ordonne. Et l'ordonne à partir de la claire raison gréco-latine. Donc la hiérarchie romaine, tout ce que la Rome des pontifes, la Rome des constructeurs, pour Maurras, c'est la Rome des papes qui en est l'héritière. Et il voit d'ailleurs, évidemment, de manière historique, enfin, la constitution de sa France, comme il disait, sa France ne serait rien sans les évêques. Évidemment, tout le monde sait que les évêques, les monastères bien sûr, mais les évêques et les premières structures ecclésiales ont été le support de ce qu'allait devenir la féodalité et donner naissance peu à peu, à travers le Moyen-Âge et le royaume français, jusqu'à la nation, quelles que soient les perversions, après les... Mais oui, il y a pour lui une continuité. Juste pour compléter peut-être ce que dit Rémi Soulier sur la fameuse expression de l'Église de l'ordre. Il faut voir que Maurras, et elle existe, évidemment que l'Église pour Maurras est l'héritière de l'Empire romain. Et il fait de ce point de vue-là penser à un personnage de Valérie Larbaud, de Fermina Marquez, où il y a un personnage de jeune lycéen qui, passionné par l'histoire romaine, va à la messe alors même qu'il est agnostique, parce qu'il il a l'impression de retrouver les splendeurs de la Rome antique. Mais il y a chez Maurras, je pense aussi, un attachement très instinctif au catholicisme populaire, à la piété populaire. Et on le voit dans les poèmes certains poèmes de la fin de sa vie où il parle de la France de Jeanne d'Arc, de Monsieur Saint-Michel, etc. Donc il ne faut pas non plus, je pense, il y a eu une tendance, notamment au sein de la Nouvelle Droite, à l'époque par Patrice de Plunkett, qui avait tendance à excessivement paganiser Charles Maurras, alors même que chez Maurras, il y a d'abord un grand respect du mystère chrétien, même s'il y a quelques textes de jeunesse où il polémique contre les cas juifs obscurs des évangiles, mais il y a aussi le venin du Magnificat. Ouais, voilà, et le venin du Magnificat, mais il y a aussi une piété et une piété pour l'Église et pour ces aspects de la piété populaire. Alors, ce qui est paradoxal, justement, excusez-moi, c'est qu'on voit ce respect comme en fait un cadre nécessaire et incontournable, parce qu'on sait que le jeune Maurras, rapidement, je crois que c'est à 19 ou 20 ans, va perdre la foi. Et ça va être quelque chose de très difficile. De très douloureux, d'ailleurs. De très douloureux toute sa vie, même si on sait qu'il est mort avec les reliques de Sainte Thérèse. Mais c'est quand même quelque chose pour lui. Là, alors, c'est pas un paradoxe, parce qu'on peut comprendre qu'il y a ce cadre nécessaire de cette France-là, tel qu'il l'a défini, voire idéalisé, mais en même temps de se raccrocher à cette vision, cette catholicité, alors que lui-même s'en est volontairement, il a perdu la foi, il n'est plus non plus dans cette logique, dans cette spiritualité-là qui permet aussi de s'élever et de rester dans cette même logique que lui aime à définir. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup reproché à Maurras, on a souvent dit que parmi les paradoxes maurassiens, il y avait cette idée qu'il avait été un des grands défenseurs de l'Église catholique sans avoir la foi, ou qu'il avait été un défenseur du prince, alors que le prince l'a renié. Enfin, ce militant de la monarchie et de la catholicité a été condamné par le Vatican et condamné par le prince. Donc oui, il y a eu ces paradoxes. Mais il était attentif à ce que le catholicisme pouvait avoir de profondément civilisationnel. Et c'était la religion, en effet, de son peuple. Voilà. Et ça, c'est important de le noter, parce que c'est une question très importante, les liens de Maurras et de son rapport à l'Église. Il ne faudrait pas croire que Maurras est un voltairien, dans le sens où Voltaire disait, au fond, l'Église, c'est bien, ça permet aux pauvres d'être des travailleurs et d'être... C'est l'Église flic, chez Voltaire, par exemple. Alors que chez Maurras, c'est quand même plus compliqué. Il dit d'ailleurs dans La démocratie religieuse, je ne me rappelle plus exactement de la formule, mais c'est que l'Église est le cadre où les vertus sont transmises, où il y a un cadre de définition des vertus, où donc tu parles de la
l'aspect civilisateur, c'est qu'à l'Église, on apprend des vertus très romaines, d'ailleurs, de piété, comme de respect du père, une matrice etc. civilisationnelle. Voilà, c'est exactement. C'est ça. Il y voyait vraiment la condition du maintien de la civilisation et de la France telle qu'elle a toujours été, et telle qu'elle n'est plus depuis la Révolution, mais telle qu'elle pouvait renaître. Enfin, Mais ce n'est pas l'Église matraque. Voilà. Non, ce n'est pas du tout l'Église matraque, effectivement. Ce n'est pas la grande gendarmerie spirituelle, du tout. Et c'est bien de le noter. Alors, pour aborder le sujet du Maurras politique, on a bien défini ce qu'il est en tant que jeune homme, c'est-à-dire un esthète, un amoureux de la littérature, un amoureux de ce classicisme du XVIIe qui renvoie à la Rome et à la Grèce antique. Notez qu'il est né en 1868. 1898, c'est la fondation de l'Action française. Comment est-ce qu'on peut définir comment on en arrive là, en quelque sorte? Comment est-ce qu'on arrive à cette structure qui est devenue l'Action française? Parce qu'on va en parler. Je pense que la plupart de nos jeunes auditeurs n'ont peut-être pas à l'esprit de ce qu'a pu être, au début du XXe siècle et dans les années 20, l'importance intellectuelle, politique de l'Action française, qui était un journal qui tirait, je ne sais plus à combien de millions d'exemplaires chaque jour. C'était Millions, non. Si, on était un peu en centaines de milliers d'exemplaires. On n'a pas à un moment, il n'y a pas eu jusqu'à 1 million et quelques... peut-être quelques numéros dans les années au moment du Front Populaire ou après 34, mais 1 million, ça me semble beaucoup. Ça me semble... Ouais, bon, alors voilà, donc on est quand même sur des choses quand même assez conséquentes dans tous les cas. Comment est-ce qu'on en arrive? C'est quoi la maturation politique du jeune Maurras? Alors, il y a plusieurs événements. Il y a d'abord le fait que, comme vous l'avez rappelé, Maurras naît en 1868, c'est-à-dire 2 ans avant la guerre de 1870. C'est donc quelqu'un qui est marqué très jeune, très tôt, par la guerre. Enfin, par la guerre avec l'Allemagne. D'où d'ailleurs la germanophobie un peu pathologique, comme son nom l'indique d'ailleurs, de phobie, qu'il nourrira toute sa vie. Il y a la guerre de 1870, il y a la guerre de 14-18, il y a la guerre de 39-45. Donc il y a cet ennemi héréditaire qui pour lui, qu'il voit, c'est pas l'anglais, c'est pas la guerre de 100 ans, c'est le conflit avec l'Allemagne, c'est la patrie en danger, c'est la menace permanente. Il vit dans... sa jeunesse est bercée par cette menace essentielle. Et puis, il y a l'affaire Dreyfus également, qui a été déterminante dans la constitution de l'Action française. C'est-à-dire que vous avez commencé à aborder ce que Maurras appellera les 4 États confédérés, ou bien l'anti-France, qui se recoupent assez. Mais il arrive à la conclusion que la France est menacée dans son existence, et qu'elle est menacée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et il arrive à la conclusion que sa méthode, qui est celle, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, de l'empirisme organisateur, ce qu'il appelait l'empirisme organisateur, une notion assez contienne, héritier d'Auguste Comte, consiste à regarder quelles sont les leçons de l'histoire pour chaque pays. Bon, le pays de Maurras, c'est la France, donc il regarde ce qu'a été la constitution de la France. Et il constate que la France se fait, pour reprendre le chant de la Royale, avec les rois, et qu'elle se défait avec la République. Et donc, il arrive progressivement à cette idée que le mal, c'est la révolution du 1789, c'est le régime républicain qui, sous couvert d'un universalisme abstrait, en vient à ôter à la France ses défenses intérieures et extérieures, et donc peu à peu à l'éliminer, à terme à l'éliminer. Le grand ennemi de Maurras, je crois, c'est cet universalisme abstrait, c'est-à-dire cette idée qu'un homme est un homme est un homme est un homme, c'est l'idée des droits de l'homme, tout simplement. Et qu'au nom de cette idée-là, on ne voit pas les hommes réels, avec leur histoire, leurs coutumes, leurs traditions, qu'elles soient internes à la société française ou externes, qui, eux, agissent de différentes manières au sein de la société. Donc, c'est là aujourd'hui... Oui, c'est là aujourd'hui qu'on voit le décalage avec et je pense que c'est très difficile en effet pour les gens de notre époque et a fortiori pour les plus jeunes d'arriver à s'imaginer en effet ce contraste, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le débat public toute cette période des années 1870-1880, lorsque la Troisième République se met en place, elle construit avec Ernest Lavis, avec d'autres figures de cette République, un discours qui est maintenant considéré comme très patriotique, voire très nationaliste, avec ce roman national qui est décrié, vilipendé
jusqu'à notre ministre de l'Éducation nationale. Donc, et c'est vrai que du coup, le décalage et la compréhension de l'époque est devenu très très difficile. Et c'était pourtant, c'était il y a un siècle. Oui, il est vrai que on prendrait un certain nombre de discours des pères fondateurs de la Troisième République. Aujourd'hui, il ferait figure il serait situé quasiment à l'extrême droite de l'extrême droite, sans faire référence au fameux discours du devoir, le devoir des races supérieures d'éduquer les races inférieures, etc. Bon, il y a la République en effet construit quelque chose au départ qui est, elle pose ses fondations et elle le fait. Alors là, bon, on ira assez loin, mais elle le fait à partir d'une extraction en quelque sorte, disons à la fois d'un catholicisme qui serait donc d'un universalisme, catholicisme c'est l'universalisme, mais qui est vidé de sa substance, et d'un kantisme qui est très largement aussi marqué par le protestantisme dans ses bases philosophiques qui sont les siennes. Et pour évoquer aussi les débuts de cette action française, et d'ailleurs ça illustre la capacité l'incroyable capacité à convaincre de Maurras, au début la Ligue d'action française, telle qu'elle est créée en 1898, n'est pas encore un mouvement royaliste. Elle rassemble des républicains nationalistes qui viennent de l'antidreyfusisme, des milieux d'ailleurs proches de la Ligue de la patrie française, avec de Roulette, etc., et qui sont dans une vision d'un nationalisme avec des accents parfois bonapartistes, populistes, tout tourne autour de la libre parole de Drummond, donc d'un nationalisme un peu émeutier, un peu viscéral, et Maurras justement voit ce qui se passe et voit cette force incroyable de sentiment nationaliste. Et il me dit, mais il faut l'organiser, il faut le rendre intelligent, il faut le constituer. On ne peut pas se contenter simplement d'aller dans la rue en agitant des drapeaux, en quelque sorte. Et je pense que c'est ça l'important de Maurras. C'est un des premiers exemples, il y en aura d'autres par la suite, d'essayer de rendre le nationalisme intelligent et surtout d'avoir une efficacité politique réelle à ce nationalisme. Ce qui peut paraître paradoxal, puisque pour certaines personnes de la droite, on va dire nationale et européenne, Maurras est presque un exemple de l'inaction française et d'une incapacité à penser la prise de pouvoir. Mais le jeune Maurras, celui qui crée l'Action française et qui va en devenir l'un des maîtres intellectuels, est un nationaliste révolutionnaire. Alors le terme révolutionnaire dans le cas de Maurras pourrait choquer, mais c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir et qui veut rendre le nationalisme vainqueur. Mais il a été à l'école de Barès, et Barès aura une influence importante sur Maurras. D'ailleurs, c'est très bien restitué, je trouve, dans le dossier de Nouvelle École. On insiste bien sur l'influence de Barès et sur, en tant que penseur justement de cette pensée nationale, Barès est incontournable dans la formation de ce jeune Maurras. On a parlé tout à l'heure de l'affaire Dreyfus. On est vraiment là dans cette logique clivante qui va faire cette espèce de séparation et amener tous ces anti-Dreyfusards, et ils ne seront pas les seuls bien évidemment, mais vers ce que va être l'Action française à sa fondation en 1898. On est dans cette logique-là, cette France coupée en deux, et cette mise en place de la Troisième République. Oui, ça a été un moment crucial, l'affaire Dreyfus, effectivement. Et elle a été à la fois pour les républicains et puis pour ceux qui allaient devenir après des monarchistes. C'est-à-dire que la grande question qui était posée était de savoir si... au-delà de la culpabilité ou non de Dreyfus, est-ce que l'on doit, et c'est une question quasiment philosophique, c'est comme ça que Péguy se l'est posée, que Maurras se l'est posée aussi, est-ce que l'affaire Dreyfus soulève-t-elle ou non la question de la justice ? Si elle soulève la question de la justice, est-ce que la vérité concernant un homme doit entraîner l'affaiblissement d'une institution militaire en l'occurrence et de l'armée, et donc par ricochet l'affaiblissement de la nation tout entière. Et on voit comment le dreyfusisme, qui pouvait être considéré comme une idée, avec Péguy par exemple, comme une idée de justice, Péguy ira jusqu'à dire, mais là on sort du maurassisme à proprement parler, que la nation elle-même peut être en état de péché mortel, dira Péguy. Ce n'est pas du tout la pensée de Maurras, mais cette idée-là, donc, est-ce qu'on doit la soutenir ou bien considérer que ce qui prime, c'est, on dirait aujourd'hui, le bien commun. C'est-à-dire que, et là, c'est la perspective de Maurras tout à fait droite. Ce qui prime, c'est le bien commun. Et donc, d'ailleurs, l'un des résultats du dreyfusisme, que Péguy lui-même condamnera,
c'est que précisément, on en viendra à attaquer l'armée, et on en viendra à la lutte des places, des postes et tout ce qui va avec, et on va transformer en quelque sorte la République française et la France elle-même. Et je pense que l'affaire Dreyfus est essentielle aussi, mais je vais répéter un peu ce que dit Rémi, parce que c'est là que la gauche progressiste, que le progressisme va réellement prendre le pouvoir au plus haut niveau de la République et affirmer son caractère universaliste radical et antinational. Et c'est ce qui va marquer Maurras. On parlait des républicains nationaux. Bon, il y a toujours eu une tradition d'un patriotisme républicain sur lequel d'ailleurs il faudrait dire sans doute beaucoup de choses. Mais il y a tout d'un coup en effet un aveu de ces intellectuels qui se déracinent complètement de leur sentiment national pour affirmer cet aspect pacifiste, universaliste. Au fond, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la matrice, c'est une naissance des intellectuels. Absolument. Pour le pire. Là aussi, c'est vrai que la période actuelle n'aide pas à la compréhension de ce moment. En effet, Rémi parle de moment crucial, c'est vrai. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'affaire Dreyfus, finalement, dans sa présentation telle qu'elle en est faite, généralement, elle est ramenée à une simple question d'antisémitisme. Oui, bien sûr. Et par ailleurs, elle est généralement, évidemment, schématisée à l'extrême avec, en effet, une gauche dreyfusarde, épris de justice et de vérité, et des anti-dreyfusards, forcément d'extrême droite, forcément préparant ensuite ce qui allait se passer dans le reste du XXe siècle. On n'est pas comme ça. Et j'ai eu l'occasion, il y a 3 ou 4 émissions, de reparler de ce dessin de Carandache, où on voit une famille se déchirer après avoir parlé de l'affaire Dreyfus. Toute l'affaire Dreyfus, pourtant, elle est là. Elle est à un moment sur une coupure de la société française qui transcende largement et qui dépasse tout à fait l'aspect républicain, monarchiste ou antisémite ou pas. Enfin, on est sur autre chose. Sans parler de certains socialistes révolutionnaires qui déclaraient que de toute façon, pour eux, cette affaire Dreyfus était une querelle de bourgeois. Oui, ce qui était par ailleurs, en effet, le capitaine Dreyfus. Enfin, sa famille, en effet... et se portait bien par ailleurs, mais bon. Et du coup, c'est vrai que ça devient difficile. C'est comme la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, en fait, la compréhension de ces événements et du coup le contexte dans lequel va évaluer Maurras est devenu très difficile. Oui, quasiment inintelligible, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est une lecture pseudo-morale de cette affaire, en l'occurrence, et qui est parfaitement dépolitisée. Politiser l'affaire Dreyfus, mais au sens noble, c'est-à-dire la replacer dans un contexte politique et voir quels ont été ses antécédents et ses conséquences politiques, au sens noble, pas politicien, mais au sens le plus noble qui soit, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est pas du tout une question de morale. Mais la morale, l'invocation de la morale ou la pseudo-morale a pour conséquence de nous rendre aveugles. Est-ce que justement, cette affaire Dreyfus, on le voit pour des gens comme Maurras, le fait de toucher à l'armée à ce moment-là, on va voir qu'il va y avoir la lessiveuse va se mettre en route. On aura après l'affaire des fiches, ainsi de suite. On va évacuer les officiers catholiques, véritablement. Donc là, on touche. Alors, dans une France traumatisée par cette défaite de la guerre de 70, on est. Là, on touche à ce qu'il y a de plus sensible, en fait. C'est-à-dire qu'on reste sur les fondamentaux de ce que cette armée pouvait encore représenter, d'une certaine forme de légitimité, de ce pouvoir, de ce qui pouvait rester encore, parce qu'on retrouvait encore beaucoup de gens de la noblesse chez les officiers. Ça restait encore une structure héritière, plutôt. De l'ancienne France, oui. On met en place à la fois la décatholicisation. La République fait de l'Église catholique l'ennemi, au sens de Carl Schmitt. C'est de l'excellente politique. J'en reviens. C'est pas de la morale, mais c'est de l'excellente politique. On désigne l'ennemi, et donc l'ennemi, en l'occurrence, c'est l'Église catholique, l'armée, enfin le sabre et le goupillon, tout ce que l'on voudra. Et on s'emploie de manière méthodique et appliquée à décatholiciser la France et les Français, à les déraciner d'eux-mêmes, et on leur injecte cet universalisme abstrait, très républicain, qui aboutit à une forme, de mon point de vue, à une forme de nihilisme, enfin qui explique aussi, qui contribue à expliquer largement le nihilisme moderne et dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais effectivement, oui, ça a été les persécutions antireligieuses, ça a été les congrégations religieuses expulsées. Enfin, imagine-t-on, aujourd'hui on parle beaucoup d'islamophobie, c'est un mot à la mode, imagine-t-on que la République aujourd'hui agisse avec l'islam ou d'autres religions. Comme elle a pu le faire à l'époque. Comme elle l'a fait avec la religion nationale, si j'ose dire, enfin avec la religion constitutive de la France. C'est-à-dire par des persécutions, par un flicage, enfin un fichage, par des exclusions, par des non-promotions au sein de l'armée,
par des expulsions. C'est des réquisitions. Des réquisitions, enfin, de tout ce qui va avec. La persécution a été considérable. Pour ce qui est, encore une fois, ce qui a été en tout cas la colonne vertébrale, l'une des colonnes vertébrales de la France. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là se met en place un des slogans de l'Action française, c'est cette opposition entre le pays réel et le pays légal? Est-ce que là, on rentre dans ce vif du sujet-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà matriciel pour Maurras? Ah oui, tout à fait. C'est une opposition qui est tout à fait pertinente. C'est-à-dire que pour Maurras, il y a en effet une confiscation du pouvoir institutionnel, administratif, par ce qu'il appellera l'Anti-France ou l'État confédéré. Je donne un exemple. L'enseignement, ce qu'on appelait l'instruction publique de la République, à la Troisième République, est entièrement confié aux protestants libéraux. Le ministère de l'Éducation, de l'Instruction publique est protestant, ouvertement. Il est maçonnique aussi, mais enfin il est protestant. L'essentiel, c'est d'être anti-catholique. Donc on met, sous couvert de mettre des hommes avec un grand H, donc des hommes censément universels, enfin, ou des anges au fond. C'est-à-dire, c'est là où le raisonnement est complètement biaisé. C'est comme si l'humanité était faite d'anges, c'est-à-dire de purs esprits. On n'a jamais affaire à de purs esprits. Quand on a affaire à des hommes, on a toujours affaire, par définition, à des êtres incarnés. Bon. Et ce n'est pas. Et Maurras a pointé du doigt. Il a appelé les choses par leur nom. Et donc, oui, on a un pays légal qui, administrativement et institutionnellement, est aux mains d'un certain nombre de minorités agissantes. Et puis, on a un pays réel, un pays charnel, organique, peu importe comment on l'appelle, qui reste encore, pour aller très vite, enfin, mais qui reste encore marqué par le catholicisme, enfin, et qui est marqué par ses langues de France, par ses traditions, par ses coutumes. Et cette opposition-là, Maurras la maintiendra jusqu'au bout. C'est une confiscation, en quelque sorte. Qui est d'autant plus marquée qu'on peut quand même rappeler qu'au XIXe siècle, l'Église catholique connaît une renaissance entre guillemets, avec une meilleure formation de ses cadres, etc., des séminaires qui fonctionnent. Oui. Et donc c'est vrai que c'est quand même un corps très, très actif, très dynamique. Ah, très dynamique. On n'imagine pas aujourd'hui ce qu'a pu... Enfin, les séminaristes étaient légion. Enfin, un grand nombre de départements de France, en particulier les plus ruraux, mais enfin, ils étaient tous ruraux à ce moment-là, enfin, plus ou moins, mais envoient des bataillons dans les séminaires. C'est une effervescence considérable. Oui. Et c'est un combat qui se mène en même temps. Et le ralliement, de ce point de vue-là, alors le ralliement a peut-être mis un terme, en effet, le ralliement du Vatican à la République, enfin, cette demande du pape d'accepter, aux catholiques français d'accepter le fait républicain, enfin, a été là aussi un moment décisif. C'est-à-dire que, certes, le conflit cessait d'une certaine manière, mais il y avait un vainqueur et un vaincu. C'est vrai que ces trois éléments, parce qu'on a parlé de l'affaire Dreyfus, où tout d'un coup naît ce parti intellectuel qui prend le pouvoir. Où la République se dénationalise, montre son vrai visage antinational, pour reprendre un terme maurassien. Oui. La question religieuse, où il y a une rupture en effet entre cette République et le pays réel, entre le pays légal et le pays réel, et tout cela va être, à mon avis, essentiel dans ces débuts de l'Action française, où vont venir à la fois une tendance catholique avec Bernard de Versin ou avec des personnalités comme ça, une tendance très nationaliste issue des rangs de la Ligue de la Patrie française. Je pense à Maurice Pugeot, qui était un kanfien, un bon élève républicain, un nationaliste républicain, puis ensuite des intellectuels même voltairiens, on pourra en reparler, comme Bainville. Donc on a une alliance au fond de toutes ces pour parler comme Barrès, ces familles spirituelles françaises qui vont se retrouver à l'Action française. Et dont Maurras va être vraiment le pivot. Oui, c'est ça le génie fédérateur de Maurras, c'est de pouvoir avoir autour de lui un voltairien comme Bainville, un fils de l'aristocratie républicaine, même si c'est plus complexe, comme Léon Daudet, qui vient quand même, il faut lire les mémoires de Léon Daudet, il a connu toute l'élite républicaine de son temps, et des catholiques de conviction, d'une tradition plus chouane, comme Bernard de Versin, comme des figures comme Bernanos, sous certains aspects. Et ça, c'est quand même le génie, enfin l'incroyable singularité de l'Action française. Alors même que l'idée royaliste en France, au long du XIXe siècle, a été tenue d'ailleurs avec beaucoup d'honneur, et c'est tout à fait honorable, par des vieilles familles aristocratiques et par un petit peuple royaliste qui a existé aussi, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites notamment sur la presse royaliste du Sud, les Blancs du Sud, ça existait, ou même dans certaines régions de l'Ouest, comme en Bretagne ou en Vendée, où il y avait un royalisme populaire. Mais Maurras va rajeunir tout ça
et va faire la synthèse en même temps des idées modernes, de la tradition contre-révolutionnaire, de la doctrine sociale et de la doctrine de l'Église. Oui, C'est le génie de Maurras, lui l'agnostique fait la synthèse. De toute façon, il faut rappeler que les premières années de la décennie 70, les royalistes sont alors dans leurs différentes familles, dans leurs différentes composantes, elles sont majoritaires à l'Assemblée nationale quand même. Cette majorité n'est pas sortie de nulle part. Bien sûr, mais au moment où l'Action française est fondée, le royalisme est quand même... Par contre, oui. Mais on a vraiment le sentiment d'assister à quelque chose qui relève un peu d'un royalisme, j'ose le terme, désincarné. C'est-à-dire que plus un royalisme, c'est un royalisme en opposition à la République et non pas forcément la revendication d'un système politique à part entière. Parce qu'on le voit bien, au moment de l'affaire Dreyfus, vous l'avez cité, l'un comme l'autre, la plupart de ces gens anti-Dreyfusards ne sont pas forcément royalistes, mais ils vont le devenir en opposition, en réaction. Je crois, on peut le dire, parce que la plupart sont des républicains, des patriotes, avec effectivement des touches nationalistes et tout. Mais comment va se faire cette maturation pour moi, ce que j'appelle un royalisme un peu désincarné qui place l'idée du roi, mais un peu comme une logique en réaction à... comme le seul contre-modèle possible. C'est ça, en fait. contre le seul contre-modèle possible. Là, vous touchez d'ailleurs un vrai sujet, puisque on va retrouver cette opposition, même au sein de la polémique entre Bernanos et Maurras. En effet, chez Maurras, il y a même s'il y a un attachement, je pense, du cœur aussi de Maurras à l'idée royale, il s'intitulait lui-même d'ailleurs le mouvement néo-monarchiste ou néo-royaliste. Donc il y a une volonté en effet de rénover le monarchisme et de fait aussi ça fait passer à côté ce qui est de l'ordre du sentiment, du sentimental. Oui, peut-être que Rémi pourra... Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a chez Maurras, il y a en lui le théoricien, il y a l'homme de l'empirisme organisateur, il y a l'homme qui déduit par la raison du bien fondé de la monarchie, comme un théorème, tout simplement, pour ce qui concerne l'histoire de France. Comme une logique. Comme une logique, voilà, simplement. Ce que je disais tout à l'heure, en disant la France s'est faite avec les rois, elle se défait sans les rois. C'est une manière tout à fait... Les rois ont augmenté le précaré, peu à peu, ont constitué des provinces autour d'eux, ont créé ce qui pour Maurras est un chef-d'œuvre historique ou naturel qui s'appelle la France, et la République le défait, ce chef-d'œuvre, progressivement. Et après, il y a la question, en effet, du cœur. C'est peut-être parfois la distinction que l'on fait entre les royalistes et les monarchistes. Le mot royaliste fait entendre le roi, et là on serait du côté des camelots du roi, du côté de Bernanos, c'est-à-dire du côté de Saint-Louis, de la vision qu'a Bernanos du roi comme un jeune homme à cheval, dira-t-il. Et puis de l'autre, on a la monarchie qui fait entendre l'arché grec, donc le commencement, le commandement, mais la Grèce, l'arché, donc on est plutôt du côté de la philosophie, du côté de la métaphysique, du côté de la pensée, et peut-être du côté de quelque chose qui est plus désincarné en quelque sorte. Mais le combat de Maurras passe par c'est le grand basculement, si l'on veut, de son fédéralisme initial, et qu'il abandonne peu à peu avec cette idée qu'on ne changera rien tant que l'on n'aura pas attaqué l'État en quelque sorte. Il faut en passer par l'État et donc par les institutions étatiques. Il faut les transformer, il faut en gros le retour du roi. Il faut travailler en ce sens-là si on veut changer le régime, mais on ne peut pas, dira-t-il, on ne peut rien faire à partir de la base en quelque sorte, même s'il sera un défenseur aussi du principe de subsidiarité dans une perspective fédérale, mais ça c'est différent. Mais il veut vraiment... la question institutionnelle et la question de l'État sont primordiales pour Maurras, viennent à devenir primordiales pour lui. Au fur et à mesure. Oui, c'est là aussi où je parlais de désincarner, parce que le royalisme ou la monarchie comme un outil, parce qu'on va voir que lui qui a à cœur de s'inspirer, de toujours aller puiser dans l'histoire, et il est quand même là aussi dans une logique de paradoxe, dans le paradoxe, c'est-à-dire que les rois qui auront été centralisateurs, lui va revendiquer un royalisme mais complètement décentralisateur. On est quand même, en voulant redonner un certain lustre aux régions et aux langues régionales, par exemple. Ça dépend à quelle période, parce que le jeune Maurras est très centralisateur, et ensuite le combat fédéral, même s'il reste dans la doctrine, est un peu abandonné au profit de la défense de la critique des institutions républicaines. Parce qu'on est dans des logiques beaucoup plus politiques après. Exactement, et notons quand même que le buste que Maurras avait derrière lui, sur son bureau, c'était un buste de Richelieu. C'était pas un buste de Saint-Louis. C'est vrai. Ces grands rois
roi, enfin reste, malgré cet attachement notamment à sa Provence, parce que Maurras était un peu moins décentralisateur pour les Alsaciens et les Bretons. Hein. faut quand même le noter. Maurras est avant tout un Provençal et il est décentralisateur, ça reste dans la doctrine. Mais quand il s'agissait des autonomistes alsaciens ou bretons, il était prêt à les envoyer en prison, voire à les fusiller dans certains cas. Mais c'était quand même Richelieu. C'est un succès, c'est un homme de Richelieu, Maurras. Il se situe dans la perspective, en effet, c'est beaucoup plus Louis XIV, disons, que Saint-Louis. C'est vrai. Et Bernanos, c'est aussi une différence avec Bernanos, qui est beaucoup plus du côté de Saint-Louis que de Louis XIV. Et donc beaucoup plus, si l'on veut, encore une fois, beaucoup plus royaliste que monarchiste. Et puisque Maurras, voyant dans le XVIIe siècle français, en quelque sorte, la perfection du génie français, il va plutôt de ce côté-là. Bah oui, c'est logique. Et voilà, et il y reste en quelque sorte. Hein. C'est aussi à certains égards une faiblesse de Maurras, peut-être, hein, d'avoir vu ce point culminant, de vouloir s'y fixer. Mais effectivement, la monarchie centralisatrice et la monarchie absolue préparent à certains égards l'avènement de la République. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une continuité, une translation de souveraineté, si l'on veut, du roi au peuple ou à la nation, mais il n'empêche que tout ça est préparé, que la centralisation jacobine est aussi préparée par Versailles et par le règne de Louis XIV. La constitution de la Ve République en est un parfait exemple. Oui, mais exactement. Dictateur et roi, hein, c'est le terme. Oui. Un des termes politiques de Maurras, c'est dictateur et roi. C'est une brochure, effectivement, de Maurras, dictateur et roi. Le fait qu'il accole roi à dictateur est quand même révélateur aussi de certaines facettes, de aspects de sa pensée. Tout comme on pourrait tout à fait considérer qu'en effet, le modèle royaliste, le modèle monarchiste qui se met en place, en effet, pour le coup, au XXe siècle, n'est pas une tradition française. C'est vrai qu'il s'élabore en France, de fait. L'absolutisme, en effet, est une des formes qui s'épanouit en France, là où elle a pu échouer, par exemple, en Angleterre. La tradition royale ne s'est pas construite comme ça en France. Donc c'est vrai qu'il y a, là, de ce point de vue-là, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Et puis, Maurras, le second Maurras, si on veut, c'est très maladroit de parler de second Maurras, mais le Maurras qui évolue se focalise de plus en plus sur l'État, parce que et sur le changement de l'État. Lorsque il songe à, je pense à on a commencé par évoquer le Félibrige, et on n'a pas parlé de la déclaration des Félibres fédéralistes que Maurras avait lancée avec Frédéric Amouretti, qui était quelqu'un de très important, qu'il faut citer. Maurras dit par exemple que la décentralisation est un très vilain mot. Il n'aime pas le mot de décentralisation. C'est vrai, il a raison, c'est pas un joli mot, mais le fait qu'il finisse par l'adopter, c'est que la centralisation a eu lieu et il part de ce fait-là. Voilà. Donc il ne faudrait pas avoir eu à décentraliser. Voilà. Mais la centralisation a eu lieu, l'État a eu lieu, l'État a fait son œuvre et l'État absolu a fait son œuvre. Enfin, donc il faut défaire en quelque sorte, alors que la tradition vivante aurait voulu que un phénomène de subsidiarité naturelle se poursuive. Mais non, ça n'a pas marché comme ça. Et puis il y a les flux économiques, il y a la montée de la bourgeoisie, il y a la montée de la banque, il y a la centralisation financière, il y a tous ces événements qui sont arrivés en effet à faire que la France a été beaucoup plus vertébrée par l'État que par les peuples de France. C'est vrai. Je crois que c'est une réalité. L'État, enfin, il faut en passer par l'État à un moment ou à un autre avec la France, quand on raisonne par rapport à la France. Oui, et puis la population, de toute façon, est habituée à raisonner comme ça. Et oui. On le voit bien. Enfin, qu'on s'en plaigne ou qu'à un moment on l'accepte, de toute façon, en effet, nous sommes dans un pays où, de fait, l'autorité de l'État est incontournable. Et lorsqu'en effet cette autorité vient à manquer, généralement, les populations râlent. Oui. Oui, c'est l'État, c'est Paris, enfin c'est une forme de jacobinisme intérieur. C'est Gustave Thibon qui reprochait à Maurras aussi, il n'a pas été le seul. Je pense au livre un Jacobin blanc, je pense au livre de Jean de Viguerie qui a été beaucoup commenté à une époque. Les deux patries, avec raison d'ailleurs. Hein. Mais tout ce dont nous venons de parler, à travers le parallèle Bernanos-Maurras, ou bien Saint-Louis, Louis XIV, ou bien la féodalité en quelque sorte, et puis la monarchie absolue, c'est la même chose. Hein. On ne fait que décliner le même itinéraire, le même choix ou la même dialectique dans laquelle Maurras lui-même était pris, enserré, qui est la dialectique française, enfin de la Constitution de la France.
Cette action française qui se forme à partir donc de 1898 va rapidement prendre forme et corps autour du journal de l'Action française et autour des structures politiques, puisque tout de suite le slogan qui va être mis en avant, c'est politique d'abord. Donc est-ce que l'Action française devient dès le départ un outil de combat politique, justement ? Parce qu'on connaît le Maurras, comment dirais-je, polémique, haut en couleur. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans cette logique du combat Oui. Alors oui, oui, clairement, on est juste au lendemain de l'affaire Dreyfus, on rentre dans cette logique du combat. Très rapidement d'ailleurs est créée quand même une Ligue des Camelots du Roi qui va prendre une importance, on n'imagine pas à quel point les Camelots du Roi ont été une force d'émeute et d'action même sociale, puisque au moment des inondations de 1906, les Camelots du Roi vont sauver les Parisiens, etc. Et ça se fait d'ailleurs, là il faut reconnaître que Maurras est une tête politique, mais qui a quand même l'intelligence de laisser aussi des libertés d'initiative au sein de l'Action française. Des figures comme Georges Valois vont pouvoir créer des cercles de réflexion sur l'économie, sur le corporatisme, la grande liberté littéraire, de critique littéraire dans le journal, là on est un peu plus loin de la politique, qui va donner à Léon Daudet. Sur le plan religieux, l'activité même de certains prélats ou militants, pardon, pas de prélats, mais de militants d'Action française catholique qui vont s'engager dans les polémiques qui sont très importantes et qui ont des conséquences politiques au moment de la loi de séparation de 1905. Mais très vite, oui, c'est une organisation politique. Maurras veut créer un mouvement de prise de pouvoir à l'époque. Oui, les choses sont claires dès le départ. Le but, c'est de renverser la gueuse et de prendre le pouvoir. Bien sûr. Ah oui, c'est de changer de régime, effectivement, et de se battre. Ce qui ne passe pas nécessairement, même si ce fut le cas et que Léon Daudet a été élu député de Paris, ça ne passe pas surtout pour des antidémocrates, évidemment, ça ne passe pas nécessairement par l'élection, mais ça passe par un combat, on dirait, culturel, ou j'ose pas dire gramsciiste. Mais je pense que le mot est juste, pardon. Il y a de ça, oui. Ouais. Et chez Maurras, il y a une volonté aussi chez les gens qui l'entourent, Bainville, les plus importants étant Pujol, Bainville et Léon Daudet, il y a une volonté aussi de conquête des esprits. Il faut voir à quel point, par exemple, un texte qu'on a cité tout à l'heure, La démocratie religieuse, qui est une polémique avec Marc Sangnier, le fondateur du Sillon, l'un des pères de la démocratie chrétienne, et il faut voir comment Maurras va polémiquer avec lui, pied à pied, en lisant ses adversaires, et en essayant non pas de vouer Marc Sangnier au début, en tout cas aux gémonies. Il ne veut pas détruire le Marc Sangnier, il veut essayer de le convaincre. On sent que dans la démocratie religieuse, Maurras polémique pour convertir Marc Sangnier à sa pensée. Il y a une passion de convaincre. Il y a une passion de convaincre chez Maurras. De même qu'il a essayé de convaincre Barrès à la monarchie, je veux dire. Et qu'il a réussi avec Bainville, excusez du peu, avec Bainville, Léon Daudet, Maurice Pujol, Bernard de Versin, un certain nombre de grands intellectuels. Est-ce que justement là, on n'est pas encore une fois, au risque d'insister, dans un espèce de paradoxe par rapport à ce qu'il définit comme le politique d'abord? On en reparlera de son nationalisme intégral, entre ce qui relève plus en fait d'un magistère intellectuel que d'une logique d'action. Chez Maurras, je parle en tant du Maurras. Est-ce qu'il va devenir un phare intellectuel? Il va être souvent dans cette espèce d'esprit de polémique en appelant à l'action, mais en fait lui-même, en tant que tel, ne passera jamais de l'autre côté. Est-ce que... Le grand problème, c'est que Maurras était soumis à la décision du prince. C'est-à-dire que c'était un combattant, certes, mais il ne pouvait pas lui-même prétendre à quoi que ce soit. C'est-à-dire que son combat, et c'est peut-être le paradoxe, un des sens du paradoxe que vous soulevez, c'était un combat second. Il se battait pour le roi, il se battait pour le prince. Mais c'était au prince, éventuellement, de le suivre ou de ne pas le suivre. Il ne l'a pas suivi, en l'occurrence. Pourtant, le prince l'a souvent désavoué. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, sur la question de Maurras et l'Action française, il faut quand même séparer, même s'il est au centre de l'Action française, l'Action française et Maurras en partie. C'est-à-dire la première Action française avant 1914, et on reviendra d'ailleurs sur le drame qu'a été 1914 pour l'Action française. Ils ont perdu 90% de leur cadre. C'est Roger Nimier qui, dans je crois, dans un de ses livres loué par Bernanos, dans le Grand d'Espagne. Dans le Grand d'Espagne, parle des Camelots du Roi comme la première bande révolutionnaire d'Europe. En 1900, donc c'est les Camelots du Roi là, du 1905-1906. Ce sont des émeutes, ce sont des volontés de prise de pouvoir dont la plupart des groupes de droite nationale et européenne aujourd'hui rêveraient d'avoir des Camelots du Roi. Oui, et c'est des journées de prison à la clé. Enfin, c'est des manifestations, c'est des émeutes, c'est presque des tentatives de barricades, c'est des volontés parfois il faut lire de ce point de vue-là Bernanos, qui est très éclairant quand il parle de sa jeunesse. Et le Maurras, on va en parler, mais le Maurras d'après la Première Guerre mondiale va peut-être
davantage se réfugier dans sa volonté d'influencer intellectuellement et d'avoir une sorte de magistère intellectuel. Mais puisqu'on parle des débuts de l'Action française, les débuts de l'Action française sont évidemment dans une logique de prise de pouvoir, et ils le montrent par leurs manifestations violentes, par cette mobilisation de... Ce magistère intellectuel, on lui reprochera effectivement, notamment au 6 février 1934, on pourra reprocher à Maurras effectivement cette espèce de dualité entre la dimension intellectuelle de la pensée et le sens de l'action qui n'est peut-être pas au rendez-vous, et ce petit plus qui aurait pu changer les choses. Évidemment. Mais pour reprendre la phrase de Robaté, la première action française n'est pas encore l'inaction française. C'est la véritable action française. On dit que Maurras a passé une partie de son 6 février 1934 à écrire un poème en Languedoc en hommage à Madame Léon Daudet. Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut en parler X dizaines d'années plus tard. Je pense que pour le coup, sur la première décennie du XXe siècle, c'est vrai qu'à ce moment-là, la République est redevenue suffisamment solide. Elle s'est remise de l'affaire Dreyfus. Elle a dominé la crise, en effet, de post-séparation, qui fait qu'en effet, malgré les émeutes, à ce moment-là, il n'y avait rien de possible en tant que tel. Et puis, je pense que le 6 février 1934 est très largement mythifié, alors pas dans nos milieux, mais a été mythifié. Voilà, je pense que, en effet, il y avait une vraie colère populaire. Est-ce qu'à ce moment-là, on était vraiment sur une possibilité de basculement institutionnel et de régime ? Alors, cher Jean-Louis, moi, sur la question de la République qui commence à s'installer après la loi de séparation, c'est vrai en partie. Elle commence à trouver son assise. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'il y a des moments où la République envoie quand même tirer sur la foule. Donc, elle se sent menacée par le mouvement ouvrier. Elle se sent menacée aussi par l'Action française, parce que sinon, elle n'aurait pas mis en prison ces gens-là, qui fraternisent d'ailleurs avec les syndicalistes révolutionnaires. Donc, elle s'installe, mais elle est encore très contestée. Ouais, mais à une époque où le maintien de l'ordre et la façon dont les autorités pouvaient agir, en effet, n'avait rien à voir avec aujourd'hui aussi. Oui. On tirait dans la foule. Voilà, bon. Il n'y a aucune nostalgie, attention de ma part. Hein. Mais c'était pas du tout la même façon d'aborder, en effet, le maintien de l'ordre. Elle était contestée beaucoup plus violemment, et par un mouvement de droite révolutionnaire, qui était, pour reprendre le terme de Sternel, qui est très contestable pourtant, mais par une droite révolutionnaire qui était dans la rue et qui était l'Action française. Voilà, pour ne pas penser que Maurras était un homme enfermé dans ses vers provençaux à l'époque. Et puis, il ne faut pas oublier dans le même registre du combat que quand on lit les articles de Maurras dans l'Action française, c'est des articles extrêmement, qui nous paraîtraient nous extrêmement violents. Ils sont très beaux. Il y a des formules de Maurras qui sont magnifiques. Mais le combat qu'il a mené, c'était aussi un combat, le combat de journaliste qu'il a mené. Et il a été condamné, il a été pressuré, il a été persécuté aussi mais il a été aussi un grand combattant de ce point de vue-là. Du point de vue, le journaliste en lui a été un combattant de choc. On peut dire quasiment un combattant de commando. Il est à peu près impensable aujourd'hui d'écrire l'équivalent de ce qu'il a écrit dans le journal de l'Action française, à ses risques et périls. Il a été très loin. Il était réputé pour comment dirais-je, un travail acharné, des nuits très courtes, présent les nuits entières jusqu'au bouclage du journal. Tout à fait. Il s'est dépensé sans compter. Il y a eu une forme. C'était un homme d'une grande générosité, qui a beaucoup donné. Maintenant, la République aussi s'était installée de manière, comme on sait. Elle avait ses propres institutions, elle avait ses réseaux, et puis elle avait fait son travail d'éducation aussi, ou de déséducation. Mais voilà, donc il était dans une situation historique évidemment compliquée, mais je crois qu'il a été... il ne faudrait pas avoir, même s'il a été, c'est vrai, peut-être d'abord un écrivain, un poète, un intellectuel, il l'a été, c'est vrai, c'est ce qui le constituait, mais il a été aussi vraiment un combattant, c'est sûr. Et attaché aussi à regarder la réalité sans les œillères d'une certaine droite légitimiste aussi. Dans le sens où là, on réédite dans le numéro de Nouvelle École tous les grands articles de 1906, je crois, sur la question sociale. La question ouvrière, où se découvre, on pourrait d'ailleurs peut-être en parler, où se découvre un Maurras d'un anticapitalisme aujourd'hui qui ferait passer Hamon pour un bourgeois social-démocrate, ce qu'il est d'ailleurs en partie. Oui, c'est sûr. Oui, il n'est pas loin. Et puis, c'est
c'est la grande dénonciation de la plutocratie. La plutocratie, voilà. Non, mais pour ce qui est du social, il est clair qu'à l'Action française, il y a toujours eu cette dimension sociale. Elle est importante, elle est même fondatrice. D'ailleurs, au début, on cite Georges Sorel parlera justement de l'Action française et mettra des louanges et ne tarira pas de louanges vis-à-vis de Maurras. Venant de la part de Sorel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça remet aussi les choses en perspective, comme on dit. Moi, j'aimerais revenir sur, avant de parler de 1914, des deux grandes guerres, en fait, où on verra que tous ces hommes d'Action française rentrent dans le rang pour cette logique d'union nationale et partir se battre, où on met dans sa poche, je dirais, ses querelles et ses différences. Revenir sur la logique politique de l'Action française autour du nationalisme intégral, cette doctrine essentielle et la matrice de la pensée maurassienne, peut-être même, peut-on dire. Et notamment, on a parlé de ces États confédérés au sein de la nation, parce qu'en fait, très vite, Maurras va désigner les ennemis. Il va pointer du doigt. C'est pas seulement le parlementarisme, mais c'est aussi le système de lobby qui agit au sein de la République. Donc ces 4 États confédérés, on peut aussi peut-être préciser pour nos auditeurs de quoi il s'agit. Oui, alors les 4 États confédérés ou l'anti-France, pour Maurras, sont les protestants, les juifs, les francs-maçons et les métèques. Voilà. C'est-à-dire qu'il considère que... j'ai commencé à en parler à propos de cette question de l'universalisme abstrait. Il considère que l'universalisme abstrait républicain masque un certain nombre d'intérêts et de groupes de pression, de volontés, dont le point commun est de désigner l'Église catholique comme leur ennemi, et donc se livre un certain nombre d'actions ou d'influences qui, pour Maurras, relèvent tout simplement des activités, pourrait-on dire, anti-française. Voilà. Donc sous couvert de la liberté ou de l'universalité du genre humain, en quelque sorte, un certain nombre de minorités actives se poussent et travaillent à défranciser ou décatholiciser la France. Voilà. Minorité qui devait quand même beaucoup à la Révolution française, puisque l'émancipation des protestants, l'émancipation des juifs... Oui. Et bon, les francs-maçons, c'est un cas un petit peu à part, c'est la Révolution française. Donc en effet, de toute façon, c'est des groupes qui en effet étaient de bons soutiens de la République et de ses idées portées par 1789, parce qu'ils leur devaient forcément. Une place particulière. Il leur devait la liberté individuelle. Alors ça, c'est aussi toute la difficulté de l'émancipation en ce qui concernait les Juifs, en disant tout accorder aux Juifs comme individus, ne rien leur accorder comme peuple et comme communauté. Mais effectivement, à partir du moment où où ces groupes-là, qui étaient persécutés ou qui étaient en tout cas mis de côté, on pense à la révocation de l'édit de Nantes par exemple, étaient des minorités plus ou moins brimées ou bien tolérées simplement au sens propre du mot. On tolère à la lettre telle ou telle communauté. Mais à partir du moment où on libère les individus, où ils ne sont plus définis par leur appartenance, tout en les conservant à titre privé au minimum, mais aussi à titre public, ces groupes-là, naturellement, sont portés à défendre leurs propres intérêts et leur propre conception de la liberté. Et puis je pense aussi qu'il y a une critique philosophique aussi du protestantisme et du judaïsme tel qu'il était, il faut faire très attention là-dessus, tel qu'il était à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire le protestantisme, au fond, pour Maurras, c'est la matrice des idées révolutionnaires, le libre examen, la liberté de l'individu, etc. C'est l'individualisme. C'est l'individualisme. Et avec aussi les préjugés antisémites qu'il avait, qui à l'époque c'était quand même très courant. Dans le judaïsme, Maurras assimile le judaïsme au nomadisme, à un État dans l'État, à des gens qui n'ont pas vraiment de racines. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup de gens qui s'inspirent de Maurras, qui ont complètement rompu avec l'antisémitisme du fait de la création de l'État d'Israël. Puisqu'à partir du moment où les Juifs sont rentrés dans le concert des nations, et sont d'ailleurs parfois d'un nationalisme très virulent, il n'y a plus de problème avec cette question juive pour beaucoup, en tout cas, pour un certain nombre de Maurassiens. Le parfois être trop. C'est ce qui l'amenait en fait à dire à un moment, nous ne sommes pas des bohémiens. Sa figure, c'est quand même, c'est ça, c'est vraiment dire, nous ne sommes pas des bohémiens nés quelque part, dans un terrain vague. Il y a vraiment la question de l'enracinement.
Tout à fait. Et il y a en même temps Maurras évoquant les juifs bien nés, par exemple, c'est-à-dire les juifs patriotes, le modèle au fond, à certains égards, mais le modèle de ce que l'on a appelé, qui n'existe plus aujourd'hui, l'israélite français. On retrouvera des juifs au sein de l'Action française. Oui, exactement. Ça a été jusqu'au point, me semble-t-il, que Maurras avait dans son organisation de la France proposé même de créer une sorte de région. Oui, une sorte de Birobidjan, si je puis dire. Oui, mais enfin non, mais il considérait qu'après tout, il y avait aussi un enracinement juif très profond en France, et que je crois qu'il la formule, bon, je ne garantis pas son exactitude absolue, mais c'était il faut qu'il y ait une patrie spirituelle des juifs français, enfin ou des Français juifs. Bon. Donc c'était là aussi plus... Et puis l'antisémitisme de Maurras, qui est une vaste question, n'est pas un antisémitisme biologisant où on réduit c'est un antisémitisme d'État, même si, encore une fois, ce terme est compliqué. Et puis il y a l'ordre aussi du passionnel et de l'irrationnel. C'est-à-dire que je pense que l'antisémitisme chez Maurras n'est pas simplement pamphlet. Ça fait partie de sa tripe, de la tripe d'un homme de son époque. De son époque, c'était instinctif. Après tout, l'antisémitisme en ce temps-là était une opinion. Aujourd'hui, on n'en a plus dit, c'était une opinion comme une autre. Il y avait une ligue antisémitique. Et qui traversait la droite et la gauche, d'ailleurs. Et qui traversait la droite et la gauche, bien entendu. Même Jaurès a eu des mots parfois ambigus. Mais bien sûr, et d'autres, bien sûr. Bien sûr. Pour revenir à cette notion de nationalisme intégral, comment est-ce qu'on, par rapport à l'idée de nationalisme qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir ce nationalisme intégral de l'Action française ? On a bien vu l'enracinement, je n'aime pas ce terme-là parce que c'est pas, il est galvaudé, enfin pas galvaudé, mais les polysémiques maintenant. Voilà, exactement. Comment est-ce que ce nationalisme intégral, on peut le définir justement ? Alors disons que déjà le nationalisme intégral, c'est la monarchie pour moi. C'est la monarchie tout simplement. C'est l'accomplissement de l'idée française dans l'institution monarchique. Après ce nationalisme intégral, ce qui est intéressant, c'est de voir que Maurras critique aussi le nationalitarisme, ce qu'il appelle le nationalitarisme, c'est-à-dire le nationalisme au fond moderne issu de la Révolution française, le nationalisme de l'un et de l'indivisible, même si on verra qu'il y a des ambiguïtés, parce que certains ont accusé Maurras d'être un jacobin blanc, mais c'est un nationalisme quand même organique, qui s'appuie sur les réalités françaises, sur quelque chose de charnel, encore un mot galvaudé, mais il faut quand même le noter. Et il y a une critique aussi chez Maurras du nationalisme moderne dans beaucoup de textes, et pas seulement dans des textes de jeunesse. Relevons aussi une chose qui me semble importante sur la question du nationalisme maurassien, c'est que c'est un nationalisme qui, contrairement à un certain nationalisme européen, ne se base pas sur la race. N'est pas un nationalisme biologique. Oui, ça, peut-être que... non, c'est tout à fait exact. Oui, il n'y a pas de considération, disons, ethno-culturelle chez Maurras. Oui, on est dans une logique beaucoup plus charnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut faire cette opposition-là. Par charnel, il va entendre... Alors, charnel est dépourvu de... Le charnel, c'est ce qui s'oppose... C'est l'organique qui s'oppose au mécanique. C'est-à-dire que c'est une réalité vivante qui s'oppose à une réalité de type juridique ou administratif. Une réalité historique, dans le cas de Maurras, qui va s'opposer à la question. Le mot historique et naturel, les deux mots finissent par se superposer. Enfin, donc c'est la longue durée, en quelque sorte. Ce qui en soi n'est pas étonnant. À l'époque, c'est vrai que le substrat, on va dire, ethno-culturel français n'est pas menacé par quoi que ce soit. Nous ne sommes pas non plus dans la situation allemande d'avoir été dominés par d'autres peuples, en l'occurrence par les Français, sous Napoléon. Donc à un moment, c'est vrai qu'il n'y a pas ce sentiment de crispation et de danger qui poussera en effet d'autres peuples européens à choisir cette optique-là, à un moment de la défense de la race. Du coup, c'est pas bon. De ce point, il est bien français, en effet. Alors, signalons aussi d'ailleurs que le nationalisme Maurras, sous certains aspects, est aussi un instrument, une manière de conserver quelque chose qui dépasse même l'idée française, on l'a parlé avec l'idée latine, l'idée romaine, à tel point d'ailleurs que Maurras a parfois des mots nostalgiques pour la chrétienté. Pour l'Europe de la chrétienté, donc une Europe transnationale. Mais oui, il va même parfois plus loin. Lorsque j'avais travaillé sur une comparaison entre Evola et Maurras, sur l'idée latine et l'idée romaine, j'ai même trouvé un texte de Maurras dans lequel il considère que la nation est un pis-aller par rapport à la réalité impériale, par rapport à l'Empire. On fait avec le cadre national parce qu'il nous a été légué après le royaume, la nation étant en quelque sorte une laïcisation, entre guillemets, de l'idée royale, du royaume.
Mais pour Maurras, ce texte-là est assez... ce sont quelques phrases comme ça, mais c'est un pis-aller. Enfin, la forme la plus traditionnelle, la plus organique, pourrait-on dire, c'est la forme de la cité ou la forme de l'empire. Ce qui aussi soulève la question des relations entre temporel et spirituel, bien entendu, et singulièrement pour la France. Parce que l'élégiste de Philippe le Bel, cette manière, là aussi, qui prépare largement la République, cette façon qu'a eu le pouvoir temporel dans le cadre de la distinction, peut-être pas de la séparation, mais de la distinction chrétienne des pouvoirs entre temporel et spirituel, cette façon dont le pouvoir temporel, à partir de Philippe le Bel en particulier et des légistes, a eu de se démarquer, d'avoir à cœur de se démarquer de l'autorité spirituelle, donc de la papauté, c'est aussi quelque chose de tout à fait d'important. Parce que ça ouvre tout simplement à la laïcisation, à une autonomie absolue. À la désacralisation même. À la désacralisation et une autonomie absolue du pouvoir temporel. D'ailleurs, c'est amusant pour revenir sur ce principe impérial qui est en opposition quand même avec le principe national. Ouais. Alain de Benoît, dans le numéro de Nouvelle École, parle de son souci de l'universel. Souci de l'universel de Maurras, dont les principes d'ailleurs, il les applique essentiellement à une logique hexagonale, mais on parle quand même de ces soucis, cette logique universelle. Oui, alors justement, comment est-ce que ce Maurras, dans cette Troisième République, qui va coloniser, qui va porter la colonisation, quelle vision de cette France-là coloniale porte Maurras justement dans sa logique de nationaliste et sa vision de l'État? Il a quand même de la nation, pardon. Comme beaucoup de nationalistes français de l'époque, de droite, en tout cas, cette droite-là, elle a les yeux vers la ligne bleue des Vosges. Donc, il y a une critique aussi de l'aventure coloniale qui nous fait perdre, en fait, qui nous fait oublier que, là je parle à la place de ces gens, mais pour eux, l'aventure coloniale nous fait oublier la nécessité de réarmer la France face à l'Allemagne, en quelque sorte. Bien sûr, et la colonisation est œuvre républicaine. Et la colonisation la colonisation est au moins le motif idéologique invoqué, qui est celui de la transmission, de la transmission de la liberté, ou de l'extension de la liberté, est en droite ligne héritier des Lumières. Et signalons sur la question de la colonisation, Maurras finit quand même par défendre l'œuvre coloniale française dans Pages africaines, beaucoup moins d'ailleurs que quelqu'un qui est intéressant, qui est Léon Daudet, qui lui a toujours été assez méfiant et assez anticolonialiste, même en faisant des éloges, par exemple, de la civilisation vietnamienne, indo-chinoise, des peuples d'Indochine de l'époque, contrairement à Léon Blum. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'étais à l'Action française, on avait eu un projet d'affiche en mettant une citation très raciste de Léon Blum et, à droite, et à gauche, on aurait mis une citation très critique du colonialisme de Léon Daudet. Et on aurait intitulé ça, évidemment, « Qui est raciste ?» Voilà. Est-ce Léon Blum ou est-ce Léon Daudet, l'homme de l'Action française? Et en effet, quand la République parlait du droit des races supérieures d'aider les races inférieures, Léon Daudet, dans le subit du 19e siècle, faisait une critique assez nouvelle droite en quelque sorte, très ethno-différentialiste du colonialisme. D'accord. Pour revenir sur les deux grands conflits, Première et Seconde Guerre mondiale, il faut quand même revenir, ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce sens de la concorde et de l'unité nationale contre l'ennemi. Et on voit qu'à ce moment-là, l'Action française met sous le boisseau, met de côté ce qui fait ses fondamentaux pour défendre ce qui pourrait être des valeurs de la République, mais le sens de la nation, et on part comme un seul homme défendre la patrie. On retrouve là aussi, alors c'est pas un paradoxe, parce qu'en fait on est dans une même logique qui est la défense de ces valeurs et de cette histoire-là, de cette nation, mais c'est quand même surprenant, parce que ça aurait pu être une logique, on aurait pu être dans une logique insurrectionnelle, on aurait pu tout à fait imaginer une volonté on a rapidement abordé sa germanophobie quasi maladive, mais est-ce que ça explique le reste ? Oui, l'union sacrée, en tout cas, on peut la voir rétrospectivement. On peut se demander si Maurras a eu raison mais ce qui passait avant tout, ce n'est pas la République, mais c'était la France, c'est la survie de la France, tout simplement. Et puis cette germanophobie, en effet, dont il était nourri, et là il n'y avait pas de différence avec en tout cas, le nationalisme maurassien pouvait se superposer au patriotisme républicain pour le salut public, en quelque sorte.
Et dans ce cadre-là, la germanophobie a joué à plein, oui, depuis les fondations, depuis la jeunesse de Maurras et ce récit des années de la guerre de 1870. Oui, je vois pas. Enfin, il aurait été étonnant de toute façon que l'Action française et à un moment tous ces gens-là réagissent autrement, dans la mesure où de toute façon, quand on regarde les différents pays belligérants, les cas d'insoumission ont été ridiculement bas. Enfin, il n'y en a quasiment pas eu. Et quelle que soit la couleur politique, je veux dire, les sociodémocrates en Allemagne suivent comme un seul homme ce qui leur est proposé par Guillaume II. Donc, après tout, c'était la même démarche finalement. Le fait que la République soit en guerre, bon, il aurait été étonnant que l'Action française, je ne vois pas quel autre moyen, de toute façon, quelle autre voie ils auraient pu suivre. Mais là où la Première Guerre mondiale va avoir une influence sur l'évolution, notamment de l'Action française dans l'entre-deux-guerres, c'est l'incroyable saignée qu'a été cette Première Guerre mondiale, notamment pour les cadres les plus dynamiques et les plus révolutionnaires. Je pense notamment à Henri Lagrange et aux gens du cercle Proudhon, qui étaient patriotes, qui étaient d'un patriotisme très fervent et qui ont été souvent engagés en première ligne. Il y a une anecdote, mais qui est tout à fait révélatrice. Bernanos, et qui explique d'ailleurs l'ambiguïté de la position des gens d'Action française face à la guerre menée par la Troisième République. Quand Bernanos voit... la République vous appelle, mobilisation générale, il crie à jamais la gueuse, la putain, la gueuse, jamais je mourrai pour elle. Et le lendemain, évidemment, son patriotisme prend le dessus et il va faire une guerre d'ailleurs héroïque, Georges Bernanos, comme beaucoup de gens d'Action française, qui malheureusement, ça va être une saignée. Il y a un texte de Maurras qui s'appelle Tombeau, où Maurras faisait quasiment une oraison funèbre pour les gens d'Action française morts au combat. Ce texte fait 350 pages. Il y a une page par homme mort de camp, et donc 350 cadres, il ne parle pas aussi des militants de base, mais 350 cadres très actifs de l'Action française disparaissent. Et c'est une saignée. C'est une saignée, oui. Et à certains égards, l'Action française en sera transformée. On pourrait presque dire qu'elle change à ce moment-là, après la guerre, de perspective. Enfin, d'ailleurs, elle commence à s'embourgeoiser, mais le peuple de l'Action française, est laminé. Et puis il y a aussi, c'est aussi une autre anecdote, mais Maurras, parmi les définitions les plus connues, ou les formules les plus connues de Maurras, il y a celle-ci: la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Maurras était attaché à la vie. Enfin, c'est quelqu'un qui était... il voulait que vive la France, il voulait que... Bon. Et face à l'hécatombe des jeunes, en particulier d'Action française, qui touchaient à la fois les plus intellectuels... Et les plus humbles aussi. Donc et les la plus masse humbles, militante, les deux, vraiment, les deux. À la fois, on peut dire les officiers, puis la troupe, enfin, les paysans de la troupe et les normaliens. Mais il y a ce moment aussi qui est terrible, enfin, qui est assez poignant, où on vient annoncer à Maurras, je ne sais pas si c'est la mort de Lagrange, précisément, ou si c'était la mort d'un autre, mais peu importe, mais où Maurras, que l'on présente en général comme un doctrinaire assez froid, quelqu'un de très... ce qui n'était pas du tout, parce que là aussi c'est un versant de la personnalité de Maurras qui est important, le Maurras sensuel, j'entends. Mais donc on vient lui annoncer la mort d'un jeune homme d'Action française, et Maurras détourne son regard, a les yeux qui se mouillent, enfin, qui s'humidifient, et où il dit de rage en serrant les poings: on ne meurt pas. On ne meurt pas face à la mort de... Bon, c'était une tragédie. Enfin, là aussi, c'est le Maurras qui est blessé au cœur et qui perçoit en effet que la mort est en train de l'emporter. Parce que la guerre civile européenne, et la saignée de 14-18 a été la fin du monde. Ça a été la fin de la France paysanne, ça a été la fin de la France rurale, ça a été la fin de la... Ce sont c'est Léon Bloy, on parlait de Léon Bloy, qui parle de guerre d'extermination à propos de la guerre de 14. Et c'est la fin aussi d'une certaine élite française. Et c'est la fin d'une élite qui a été aussi... Que les élites qui auraient pu être à la tête aussi d'un mouvement de contre-révolution sont mortes en 14, en même temps que le peuple qui aurait pu être... Absolument. C'est pour ça que l'on bascule dans une autre France et dans une autre Action française. Oui, justement, vous citez le terme à dessein, justement, on bascule dans une autre Action française. Et pour aller un peu rapidement sur ces années d'après-guerre, d'après-première guerre mondiale, on arrive rapidement à ce qui est peut-être le coup près, que va être la condamnation
Et on peut revenir sur cet épisode-là qui est aussi très important. Peut-être juste avant la condamnation, aussi, ce qui va compter, c'est qu'on, dans les années de guerre, Maurras va avoir une influence sur des ministères, sur la monnaie de la guerre. Il est très écouté, Bainville aussi, évidemment. Et du fait, l'Action française va être victime aussi du rayonnement intellectuel de Maurras, parce que c'est agréable d'être reçu par des ministres des Affaires étrangères, des ministres de la guerre, d'avoir l'oreille de certains généraux. Et il y a cet aspect-là aussi chez Maurras, qui va être sensible à un certain nombre d'honneurs, en tout cas. Et Maurras n'a pas été un homme qui s'est servi de son rayonnement intellectuel pour faire carrière, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais de fait, son rayonnement intellectuel va le rendre aussi ivre et va lui faire oublier peut-être une action politique plus subversive. C'est ce que vous disiez en parlant d'embourgeoisement, en quelque sorte, même si c'était peut-être pas à proprement parler le fait même pour Maurras, mais on assiste à cet embourgeoisement de l'Action française juste après donc cette saignée des cadres. Dès les années 20, on voit que la revendication politique n'est peut-être plus tout à fait la même. Il y a encore effectivement l'esprit de polémique, mais on n'est plus tout à fait dans cette même logique de combat. Et ce couperet qui va tomber avec cette condamnation, on peut revenir peut-être un peu sur les causes de cette condamnation et le mal que ça va faire à l'Action française, peut-être. Oui, juste pour signifier qu'en effet, l'Action française de révolutionnaire qu'elle était, et incarnant à certains égards la droite révolutionnaire, va devenir de plus en plus conservatrice, effectivement. Et alors la condamnation, effectivement, On va un peu vite, mais je pense que sur ces années, effectivement, les éléments essentiels, c'est notamment cette condamnation. Voilà, voilà. Oui, parce que là encore, si j'ose dire, seconde hémorragie, ou deuxième hémorragie, mais effectivement, l'Action française est condamnée par le Vatican. Un certain nombre de livres de Charles Maurras sont mis à l'index. Donc interdiction de les lire. La condamnation va très loin parce que les catholiques, et c'était quand même le substrat du militantisme d'Action française ou de l'adhésion d'Action française, mais les catholiques qui persistent à adhérer à l'Action française, à lire l'Action française, étaient privés des sacrements. Donc imaginez ce que cela signifie dans une époque où la foi est chevillée au corps, où ce n'est pas rien que de ne pas accéder aux sacrements. Imaginez que des gens à l'agonie qui attendent le sacrement des agonisants, ou ce qu'on appelle le sacrement des malades aujourd'hui, aucun prêtre ne va le leur porter. C'est comme si on les vouait à l'enfer pour ces croyants-là. C'est de cet ordre-là. Donc c'est une arme de destruction massive qui est... Oui, parce que des familles entières vont, si je puis dire, exploser en plein vol, vont être fracturées. Des gens vont rester fidèles entre ceux qui restent fidèles et ceux qui par obligation de foi, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais vont se détourner, parce qu'on n'imagine pas l'influence. Enfin, on parle effectivement de ce magistère intellectuel, mais on n'imagine pas ce que représentait cette influence de l'esprit d'Action française au sein de ces familles, et ce que cette condamnation a généré en termes de dislocation de ce qui pouvait rester de ce terreau politique au plus profond des familles françaises, qui étaient des familles d'Action française. Bientôt, il y a certains témoignages, je pense notamment dans les Manants du Roi de la Varande, où il y a une évocation de ces condamnations, où les cercueils ne pouvaient pas rentrer dans l'église, les familles, en effet, étaient parfois déchirées, et sachant que l'Action française avait encore, malgré la Première Guerre mondiale, un enracinement au sein de grandes familles, et même de l'Église, puisque certains évêques étaient proches de l'Action française. Oui, pour des prêtres ou de grands théologiens, je pense à Humbert Clérissac, qui a été notamment très important pour toute une génération d'intellectuels catholiques, était quasiment maurassien, puisque c'est lui qui va demander à Maritain de rentrer à l'Action française, d'écrire dans la Revue universelle, etc. Donc peut-être rappeler rapidement les raisons de cette condamnation. Les raisons de la condamnation sont d'ordre spirituel, en ce sens que bien des menées étaient faites au Vatican pour contrer l'influence de Charles Maurras, et à cette fin, on a fait valoir un certain nombre de textes, de textes de jeunesse en particulier. On a évoqué tout à l'heure le venin du Magnificat, les phrases les plus mais qui étaient quand même assez anciennes pour. Oui, mais on a été recherché. Mais on a été loin. Maurras a été suivi à la trace en quelque sorte. Parce qu'il y a quand même pas mal de thèses qui ont cours sur cette condamnation, notamment une qui n'est pas sans intérêt, de se dire que la République aurait trouvé des accords, le Vatican aurait trouvé des accords avec la République pour récupérer certains biens qui avaient été confisqués, spoliés, et que
D'une certaine manière, en contrepartie, il y aurait eu cette volonté de... Ouais, je sais pas, il y a plusieurs théories sur les racines de cette condamnation. Il y a aussi le fait que les catholiques, enfin les princes de l'Église, la hiérarchie catholique s'inquiétait de l'influence de Maurras sur la jeunesse catholique. Elle avait l'impression que tout d'un coup, le magistère de Maurras était tel qu'il surpassait quasiment le magistère des intellectuels catholiques officiels. Et quelque temps avant la condamnation, il y avait eu une enquête lancée par un journal belge, et la Belgique à l'époque était encore un pays très catholique, pour savoir ce qui parmi la jeunesse belge était l'auteur, le grand maître, celui qui considérait comme un maître intellectuel, et c'était Charles Maurras. Donc tout d'un coup les évêques belges ont pris peur, il y a eu quand même des plaintes comme ça qui se sont multipliées, où une partie de l'intelligence catholique a eu peur de cette influence de Maurras. Il y a aussi le fait que à l'époque l'Église était sur des positions un peu wilsoniennes, assez pacifistes, et critiquait donc ce nationalisme maurassien qui lui était plutôt belliciste. Donc il y a des arrière-pensées politiques. On parle aussi de la germanophilie de certains évêques et cardinaux qui a pu jouer. Mais il faut prendre au sérieux, je pense aussi, la condamnation théologique. Oui, et puis le fait que Maurras, comme on ne s'est pas privé de le rappeler en ce temps-là, était lui-même agnostique. Enfin, en disant, voilà, vous êtes un défenseur de l'Église, mais qu'en est-il de la foi? Enfin, on ne peut pas. Enfin, c'est un élément important. Vous n'avez pas c'est encore des analyses qui ont cours chez certains prélats, parce qu'on peut rencontrer aujourd'hui encore des prêtres qui peuvent vous dire qu'effectivement Maurras était, sans parler d'être un hérétique, était quelqu'un qui a été condamné, donc quelqu'un qui était coupable et qui était fautif. Tout ça pour arriver après quand même. La réhabilitation, c'est 32, je crois, c'est ça, non, la 39. Non, c'est 30, ça va plus tard. 39, c'est 39, pardon. Donc, entre 29 et 39, 10 années, mais c'est 10 années de traversée du désert, en quelque sorte, puisque, en fait, c'est le coup de... Oui, c'était la deuxième saignée, voilà. Une saignée plus intellectuelle ou plus spirituelle, mais comparable à celle de Tournis à la Première Guerre mondiale. Et l'Action française, d'une certaine manière, et Maurras en particulier, ne s'en relèveront pas. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Oui, et puis donc à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et de ce qui est advenu et des prises de position de Charles Maurras, du Nini, enfin ni les Anglais ni les Allemands, la France seule, Vichy, ça a été, le troisième élément. Et elle ne se relèverait pas peut-être parce qu'elle perd beaucoup de sa base militante, mais en même temps, dans les années 30, même s'il y a cette dérive, certains diraient dérive, bourgeoise et conservatrice de l'Action française, mais les années 20 et les années 30 sont aussi un moment de dynamisme intellectuel incroyable. Qui écrit dans l'Action française à partir du début des années 30? Brasillac, Thierry Molnier, Pierre Gaxotte, Maurice Blanchot, le jeune Boutan, Fabrègue, Jacques Laurent, Kléber Adins. Enfin, on peut les citer toutes les grands écrivains et certains même grands penseurs des années qui suivront viennent de l'Action française. Même d'ailleurs, certains diraient le jeune De Gaulle qui publie, qui ne publie pas, mais qui donne qui intervient dans des cercles d'Action française. Donc il y a un dynamisme intellectuel, il y a une perte d'influence militante. L'Action française n'a pas retrouvé la masse militante qu'elle avait encore avec les Camelots du Roi des années... Mais elle reste une référence intellectuelle. Elle reste une référence intellectuelle et malgré tout, le quartier latin est encore aux mains de l'Action française. Oui, elle est restée une école de pensée. Et puis, elle est restée aussi, après tout, largement après la Deuxième Guerre mondiale, aussi à aspect de la France. Et puis après, ce qu'en fera Boutan. Bien sûr, la nation française. Voilà. Mais l'idée que... C'est Boutan, je crois, qui comparait dans le Purgatoire, qui comparait l'Action française à Port-Royal, en disant c'est la dernière tentative qui peut se rapprocher de ce cénacle qu'a été Port-Royal et de ce lieu d'effervescence intellectuelle aussi qu'a été Port-Royal. Mais cela rejoint ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'on en reste à cette idée que l'Action française, mais forcément, puisqu'elle n'a pas triomphé politiquement, mais il en reste une école de pensée. Voilà. Et Maurras reste entre guillemets, un maître penseur. Alors, on ne pourrait pas terminer cette émission sans évoquer le Maurras de l'occupation et le Maurras, son positionnement, donc qu'on retrouve le même positionnement en 1939 que celui qu'on a en 1914, autour d'une logique de l'Union nationale pour aller justement se battre contre les Allemands.
qu'il avait déjà mis en garde, puisque par rapport, il se positionne de manière très très claire par rapport à Munich et ainsi de suite. Même dès 33. Même dès 33, je veux dire, il n'est pas dupe de la chose. Je ne veux pas taper sur Léon Blum une fois de plus, mais à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Léon Blum écrit dans le Populaire, dans un éditorial du Populaire, ce n'est qu'un feu de paille. Hitler, au fond, il n'est qu'un vulgaire nationaliste allemand, ça ne tiendra pas 3 mois. Maurras, à l'époque, écrit dans l'Action française des textes très importants, d'ailleurs cités par Boutan dans son débat avec Steiner, où Maurras a cette vision, à mon avis, où il voit la singularité du nazisme et le fait que le nazisme va non seulement gagner, rester au pouvoir et avoir des conséquences qu'on connaît sur l'histoire européenne. Alors qu'il y a un aveuglement absolu de la gauche pacifiste, qui ensuite va d'ailleurs donner des leçons d'antifascisme et d'antinazisme, et qui continue à le faire, et qui n'a rien vu, et qui continue à être... qui a été aveuglé. Qui, à cet égard, comme la majorité des milieux politiques de l'époque. C'est vrai que de ce point de vue-là, Maurras était vraiment en minorité. Ils ont été quand même... la plupart ont parié sur l'incapacité d'Hitler en disant petit caporal, en effet. On peut faire référence au fameux texte des conséquences de la paix. Oui, et sans parler de Mainville, évidemment. 1922, voyant se développer, prévoyant littéralement la naissance de ce nationalisme allemand et de la façon dont il allait procéder plus tard. Et Maurras prend si au sérieux le mouvement national-socialiste qu'on étudie dans les écoles d'action française, on étudie Mein Kampf, on lit Mein Kampf, on décortique, on voit ce qu'il en est, etc. Mais on prend au sérieux le mouvement hitlérien, bien sûr. Ouais. Donc très rapidement, Maurras, dès 1940, va soutenir le maréchal Pétain, va être même un défenseur du régime de Vichy, mais en aucun cas ne cautionnera ni n'appellera, c'est le procès qu'on lui fera après, à la collaboration. Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi préciser. On n'est pas dans une logique... Non, c'est pas le PPF. Non, voilà. Non, du tout. C'est pour cela qu'on a dit, c'est pour cela aussi qu'un certain nombre de jeunes disciples, qui ne l'étaient plus déjà tout à fait, mais qui étaient des gens d'une quarantaine d'années, vont se séparer de l'Action française et vont choisir vraiment le camp de l'Europe nouvelle. De la même manière que des militants de l'Action française vont rejoindre la résistance. Oui, et c'est essentiel d'ailleurs à mon avis cette question de la position de Maurras en 40 parce que ça illustre aussi les apories, à mon avis, de sa pensée politique qui reste très marquée par le 19e siècle et par les thématiques. Je crois qu'à ce terme de l'émission, on peut dire que Maurras est un homme du 19e siècle. Voilà, exactement. Même s'il a eu de grandes visions et qu'il y a une partie de sa pensée politique qui, à mon avis, reste intemporelle, mais sur cette question-là, il n'a pas vu que la guerre de la Seconde Guerre mondiale a été une guerre, un affrontement idéologique, une guerre essentielle entre deux visions, entre plusieurs visions du monde d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas que deux camps, à mon avis, dans cette Seconde Guerre mondiale, et même au sein de la résistance d'ailleurs. Mais les gens qui s'engagent soit du côté de l'Europe nouvelle pour certains, ou soit du côté de ce qu'il appelait l'Europe nouvelle, soit du côté de la résistance gaulienne, ou gaulliste, ont compris qu'il y a quelque chose d'inédit qui se joue, alors que Maurras pense que de toute façon, on peut encore faire une politique plus traditionnelle, disons. C'est vrai. Il n'a pas vu, que l'on était quasiment dans une guerre de religion, au fond. Exactement. Si on va c'est une possibilité, c'est une analyse possible, de voir ce heurt de type religieux. Et il a perçu, à certains égards, quand on pense à son texte devant l'Allemagne éternelle, il a perçu aussi ce que le mouvement national-socialiste pouvait avoir de romantique allemand, comme une excroissance du romantisme allemand, en tout cas d'un certain romantisme allemand. Même si c'est d'ailleurs très contestable dans certains aspects, parce que d'autres diraient que le national-socialisme a été une anomalie dans l'histoire allemande et relève davantage d'un nationalisme révolutionnaire de type jacobin que du romantisme allemand. Mais on ne va pas faire une émission. On peut en discuter aussi. Après tout, Hitler salue aussi la grande révolution française et déclare qu'il s'inscrit dans ses brisées. Puis son côté centralisateur, pour le coup, est tout sauf allemand. Bien sûr. Donc, Mais de fait, donc il se retrouve associé avec le régime maréchal Pétain. La fin de la guerre arrive. Que se passe-t-il ? C'est un vieux monsieur. Et c'est un homme que l'on va qu'on va déshonorer d'ailleurs, qui va être accusé et qui subira un procès terrible et qui sera puni d'emprisonnement jusqu'à la mort. Il meurt à la clinique Saint-Symphorien de Tours où il a pu être placé pour raison de santé en 1952, mais il est victime d'un procès. Et puis il y a ce mot fameux de Maurras à la fin du procès, c'est la revanche
de Dreyfus. Mais je pense que c'est important de noter quand même sur le rapport de Maurras à Vichy, il y a une sorte de vulgate progressiste qu'on peut lire dans le Nouvel Obs ou dans Le Monde, comme quoi Maurras serait le grand inspirateur de Vichy. Alors il faut quand même préciser les choses. Vichy a d'abord plusieurs types d'influences. Il y a à la fois le non-conformisme des années 30, un certain socialisme technocratique, puisque d'après ce que je sais, Laval n'est pas un grand maurassien ni un grand contre-révolutionnaire. Et Maurras a eu des influences sur certains aspects de Vichy. D'ailleurs, paradoxalement, presque le premier Maurras a plus d'influence que le Maurras nationaliste, qui, à mon avis, se retrouve plus chez De Gaulle. Mais sur le côté, l'enracinement, la décentralisation, la tentative de décentralisation de Vichy, d'ailleurs, qui n'a été qu'un slogan, parce qu'en réalité, Vichy a été très centraliste. Oui, puis ils n'avaient pas de toute façon les moyens de mettre en œuvre, ce projet qui, par ailleurs, en effet, aurait pu être très intéressant. Bien sûr. Mais vu les conditions. Les conditions Vichy, c'est quand même 4 ans. Fait même pas. Oui, puis dans les conditions que l'on sait. Oui, puis sur 4 ans, on en enlève 2. On en enlève 2, voilà. Mais c'est surprenant, étonnant de voir comment cette justice à la Libération va ostraciser à ce point Maurras et en faire comme une espèce d'icône du régime de Vichy. Alors, il a soutenu effectivement ce régime, mais il n'en est pas l'incarnation sublimée. Loin s'en faut. Non, il n'est pas le théoricien de la Révolution nationale. Du tout. Mais la justice, alors là pour le coup, entre guillemets... l'injustice. L'injustice, cette fugitive du camp des vainqueurs, a été terrifiante pour un nombre considérable d'écrivains. Le Comité national des écrivains est aux mains du Parti communiste, et le nombre de... Maurras n'a pas été le seul à être l'objet de la vindicte politique. Et d'une justice de vengeance. Ce qu'a été aussi largement l'épuration elle-même, et de règlement de compte, bien entendu. De règlement de compte, à tel point même que certains dissidents du Parti communiste qui avaient refusé le pacte germano-soviétique pour faire la guerre, ou rentrer dans la résistance avant avant l'autodépart, avant la vie officielle. Avant la vie officielle, ont été dénoncés à la Libération et parfois assassinés. Il y avait eu un très bon livre sur les royalistes dans la résistance de François Marin-Fleutot, publié chez Flammarion en 2000, qui montre, en étudiant très précisément la manière dont les staliniens français avaient noyauté la résistance. Il y a eu des résistants communistes très héroïques, c'est pas la question, mais qui montraient qu'en 1942, par exemple, Telmachi était aux mains d'un royaliste d'Action française, dissident de Maurras, d'un socialiste SFIO, d'un démocrate chrétien et d'un nationaliste issu des Croix de Feu. 2 ans après, le même réseau de résistance est aux mains d'un communiste, un communiste et un démocrate chrétien qu'on a laissé là pour le folklore. Voilà. Donc il y a une véritable, au sein même de la résistance, épuration communiste contre la résistance, et après des règlements de compte, évidemment, contre les gens ayant fait le choix d'une collaboration. Bien sûr, on ne mesure plus aujourd'hui du tout ce qu'était le poids du Parti communiste à ce moment-là. Enfin, c'était considérable. Puis il a joué sur les 75 000 fusillés, le parti des 75 000 fusillés. Enfin, ça a été toute une... et puis il y avait un véritable... il y a eu une terreur. Une terreur, et puis un enjeu de pouvoir aussi, de prise du pouvoir, avec les manœuvres gaullistes, enfin pour le... De Gaulle en fera les frais. De Gaulle en fera les frais à la Libération. Qui était armé. C'était une force armée. Bien, en tout cas, je crois que nous avons essayé ce soir et la chose n'était pas simple, en tout cas, de vous présenter déjà quelques éléments, car l'œuvre de... Voilà, à grands traits, certains aspects de l'œuvre de Maurras mériteraient plusieurs émissions. Bien sûr. Non, mais là, en tout cas, à grands traits, les grands traits de la pensée de Maurras, son évolution, le personnage en lui-même, et puis les éléments clés de l'action française. Il ne reste de toute façon qu'à vous conseiller, et bien évidemment, de vous reporter à ce numéro de Nouvelle École, le numéro 66, très complet, qui rentre dans les détails de la pensée de Maurras et bien au-delà. Oui, Olivier. Juste un conseil aussi, parce que ce numéro de Nouvelle École paraît en même temps qu'une réédition d'un livre, à mon avis, très important, de Paul Ferrand, chez Pierre-Guillaume Deroux, qui s'appelle « Les dissidents de l'action française », où à travers l'étude d'un certain nombre de personnalités importantes, que ce soit Bernanos, Georges Valois, Jacques Maritain, Thierry Molnier, Brasillac, qui ont eu à un moment donné un parcours
et oui, un parcours avec Maurras avant s'en éloigner. En creux, on a aussi une histoire de l'action française et de la pensée maurassienne. Donc je pense que Et le lien d'ailleurs est tout trouvé, puisque c'est Olivier Dard qui a fait la Olivier Dard préface qui a dirigé le dossier Nouvelle École, préface aussi cette réédition des dissidents de l'action française. On peut recommander aussi quelques livres importants sur Maurras, disponibles ou pas. Le Maurras de Boutan, mérite d'être lu, crayon à la main, et peut-être un petit texte qui mériterait à mon avis d'être réédité, mais qui est à mon avis très intéressant et très important. C'est le Maurras de Michel Moore, où il y a une étude de la pensée aux éditions universitaires, où il y a une étude à la fois de la pensée maurassienne et une volonté aussi d'un maurassien, puisque le texte est écrit en 49, d'essayer de confronter la pensée de Maurras avec les grands enjeux d'un homme qui a 20 ans en 45, c'est-à-dire la question des totalitarismes et les mutations aussi de la société industrielle. Donc, il est certain que les ouvrages autour de Maurras ne manquent pas, ce qui prouve bien son actualité, d'où l'intérêt de ce numéro de Nouvelle École, bien évidemment. Peut-être préciser qu'aujourd'hui, les ouvrages de Maurras ne sont toujours pas réédités. Malheureusement, quelques-uns sont disponibles, on les trouve sur les quais. Sur les quais, en bouquiniste ou appel aux éditeurs courageux. On trouve toujours les lettres des Jeux Olympiques en Garnet Flammarion. Comme vous l'avez signalé, Olivier, il y a également le Conte de la Bonne Mort, Soliloque d'un prisonnier. Voilà. Tout à fait. Mais ce sont des... Tragicomédie de ma surdité, qui est un petit texte assez amusant qui a été très... Voilà, donc c'était l'objet de cette émission, et il me reste à vous remercier pour votre participation. On renvoie donc à ce Nouvelle École, cette pensée, ce personnage et cette école d'action française, ce mouvement politique indissociable de son maître fondateur et de son penseur. Jean-Louis, le mot de la fin. Pour les Parisiens, nous ne pouvons que les inviter à aller chez Facta. Pour pouvoir l'acheter. Il y a quand même plus beaucoup de librairies amies dans la capitale. Facta en fait partie. Surtout qu'ils viennent d'en recevoir 2 magnifiques cartons que nous avons livrés avec Michel Thibault la semaine dernière. Vous trouverez d'ailleurs des œuvres de Maurras chez Facta aussi. Oui, tout à fait. Et puis il diffuse avec Constance toutes ces revues. Donc voilà, c'est quitte à se les procurer, quitte à les acheter, autant aller en librairie chez nos amis de Facta, à côté entre la place Clichy et Trinité, juste au-dessus de la gare Saint-Lazare. Voilà, messieurs, il reste à vous remercier. Merci à vous. Merci, à très bientôt, et comme il est de coutume, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous. Se canto che canto Pasperium, canto per mio, che salende devat ma fenestro a un auselum, tutto canto Pasperium, se canto che canto Pasperium, canto per la mia, che salende ium, aquellos montaños que tan altos son, gran pasión de ver, más amor son. Se canto que canto Pasperium, canto per mio, che salende ium, mas altus montaños, plano altas bus, perché boschi vec, mas amus sum, se canto che canto Pasperium,
cavalciara, emas amuletus, stella proscara, se canto pasterium, canto per